Super, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, on vient vous présenter, un projet et ses premiers résultats. Alors un projet qui part d'un constat, c'est le fait que depuis une vingtaine d'années, le concept enfin même plus d'ailleurs, une trentaine d'années, le concept de plasticité cérébrale, concept forgé, par les neurosciences, se diffuse en Europe, en Amérique du Nord, au sein d'espaces sociaux, hétérogènes. Aussi bien dans le champ scientifique évidemment que dans le champ éducatif, en passant par le champ médical, que celui du droit, de l'entreprise, du bien-être, de l'intervention psychosociale. Et l'idée de ce projet était, et toujours d'ailleurs, de mesurer l'ampleur de cette diffusion, de la diffusion de ce concept dans l'espace francophone, et de répertorier la variété des usages, ainsi que des sens qui sont accolés à ce concept, et de mettre au jour les enjeux scientifiques, politiques, sociaux qu'implique la circulation d'une notion scientifique centrale, simultanément investie par des agents aux logiques, représentations et attentes a priori dissemblables. Et donc une hypothèse de départ de ce projet était que circulent actuellement plusieurs versions de la notion, de cette notion de plasticité cérébrale, ou neuroplasticité, ou plasticité neuronale. On ne rentrera pas forcément dans ces distinction de terminologie, on verra d'ailleurs pourquoi. Donc qui circulation et version qui s'appuient, qui se nourrissent du prestige de son origine scientifique, mais qui favorisent aussi des pratiques sociales concrètes. Donc voilà, donc en gros, il s'agit de lancer une réflexion sur les conditions par lesquelles s'opère et dans lesquelles s'opère la socialisation de débats et de connaissances neuroscientifiques, au moment où elles sont convoquées pour fonder des initiatives, des politiques publiques ou des dispositifs d'action dans des domaines variés. Alors, c'est moi qui parle en premier, comme vous le constatez. Et donc, dans un premier temps, je vais essayer de clarifier les termes et les concepts, tout en essayant de revenir sur les premiers moments un peu déstabilisants lorsqu'on aborde cet objet, qui n'est finalement pas aussi clairement délimité que son succès le laisse supposer, mais qui, malgré cela, ou grâce à cela peut-être, circule et est largement réapproprié. L'idée, donc, dans ce premier temps, étant de proposer quelques lignes d'analyse, et puis ensuite de laisser la parole à Sébastien, qui va exposer la variété des sens accolés à cette notion, à travers notamment trois figures clés qu'on a identifiées, trois figures clés de la diffusion en France de ce concept. Et puis ensuite, si on a le temps, je reviendrai conclure en amenant quelques réflexions plus large. Donc pourquoi alors peut-être souligner que c'est un peu une communication expérimentale, c'est notre première communication commune sur ce sujet. Donc c'est à la fois une tentative d'état des lieux, d'expérimentation aussi, de voir comment on arrive à s'articuler. On espère ne pas trop se répéter l'un et l'autre. Alors, voilà un exemple assez flagrant de la popularité de ce concept. Donc c'est notre bon président Emmanuel Macron qui intervient notamment autour des politiques éducatives qui étaient développées par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale jusqu'en 2022, et qui, pour particularité, développait des approches d'éducation fortement influencées par les approches neuroscientifiques. Et donc, lors des assises de la maternelle, Emmanuel Macron rappelait la plasticité du cerveau avant 6 ans est particulièrement propice à l'assimilation du langage. Or, c'est à ce moment que les décrochages les plus profonds se fabriquent. Et donc, la journaliste conclut par un diagnostic que l'on doit aux recherches en neurosciences. Et donc là, on a convocation des recherches en neurosciences, de ce concept de plasticité du cerveau avant 6 ans qui vient légitimer l'action publique et rendre compte aussi des inégalités sociales ou bien d'un recouvrement du biologique et du social, et de situations qu'accessoirement d'autres disciplines que les neurosciences avaient déjà décrites, ou même qui relèvent aussi tout simplement du bon sens. Il n'y a pas forcément besoin d'être forcément scientifique pour arriver à de telles conclusions. Mais d'autres exemples, alors un petit jeu, faites plasticité et n'importe quel autre mot sur un moteur de recherche, et vous trouverez donc beaucoup de sites de professionnels de l'hypnose,
du yoga, de centres de formation en coaching qui mobilisent le concept de plasticité cérébrale, qui s'approprient ce concept dans des domaines donc effectivement pas forcément attendus, mais qui participent en tout cas à légitimer les pratiques, à leur conférer une légitimité scientifique, mais aussi, et c'est tout notre sujet, hein, c'est à valoriser une idée précise qui serait que l'on peut se transformer et que certaines pratiques, certaines technologies de soi, on va dire, peuvent nous y aider, donc aussi bien des sites de praticiens professionnels que des organismes de formation en coaching, des praticiens du monde du bien-être, du yoga, du développement personnel, de la méditation, de l'hypnose, hein, que là, il y a aussi des exemples de presse spécialisée en vulgarisation scientifique ou des grands publics d'information. Donc voilà, j'aurais pu en présenter d'autres. Hein. Manger du chocolat, ça favorise aussi la plasticité cérébrale. Voilà, au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher quand le moteur de recherche a fait ressortir l'une de mes publications. Là, j'étais extrêmement vexé, donc j'ai arrêté. Voilà, petite citation d'astrologie aussi, où on utilise le concept de plasticité cérébrale pour expliquer tout simplement ce qui va arriver aux gens dans les prochaines années. Donc voilà. Donc on va d'abord essayer de tenter de clarifier ce que recouvre ce concept, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Alors j'ai essayé d'être pas trop technique, parce qu'on a déjà beaucoup de choses à vous dire. Donc pour aller un peu vite, la plasticité cérébrale renvoie en neurosciences à deux phénomènes distincts chez les animaux et chez les humains, enfin chez les animaux non humains. Donc il y a la plasticité synaptique. C'est le fait que nos réseaux neuronaux, les connexions synaptiques, la formation de connexions entre les neurones, de réseaux de connexion entre les neurones, se réorganisent et jouent un rôle prépondérant dans le développement neurologique avant la naissance et dans les premières années de la vie. Et donc en gros avant 5 ou 6 ans, mais aussi pendant ce qui est qualifié de période critique de plasticité, donc notamment des périodes où les êtres humains seraient sensibles au input de l'environnement, et notamment l'adolescence par exemple. Donc c'est un processus qui accompagne tout simplement l'apprentissage et la réponse au niveau cérébral aux premières expériences vécues par les individus. Cependant, ce processus perdure tout au long de la vie, et en particulier a été observé chez des adultes qui seraient victimes de lésions cérébrales, de traumatismes, un AVC par exemple, et qui peuvent ensuite récupérer certaines fonctions neurologiques ou cognitives endommagées ou perdues, a priori parce que par des pratiques d'entraînement, d'autres zones du cerveau prennent le relais. Donc ce qui en partie, c'est en partie l'idée qui soutient les pratiques de réhabilitation cognitive dans le champ de la neurologie, par exemple, basées sur l'entraînement de capacités cognitives ou de tâches motrices spécifiques pour que les personnes puissent les retrouver, les réacquérir. Mais cette capacité du cerveau à se réorganiser ne se limite pas à ces formes pathologiques. Et notamment, il y a de nombreuses pratiques d'entraînement cérébral qui se fondent sur cette notion en postulant qu'il est possible d'orienter ou d'inciter les phénomènes de neuroplasticité par l'entraînement de compétences ciblées, et ceci jusque tard dans la vie. Alors il y a un cas qui est cité partout dans la littérature, enfin partout, qui est souvent cité dans la littérature, un cas paradigmatique, qui est celui des chauffeurs de taxi londoniens. C'est une étude très célèbre qui a montré qu'en fait la proportion du cerveau situé dans l'hippocampe et qui serait associée à la mémoire spatiale était beaucoup plus développée chez les chauffeurs de taxi londoniens, ce qui serait dû à la stimulation quotidienne de cette fonction par leur activité de chauffeur de taxi. Donc c'est des dispositifs de démonstration dans ce cas-là qui sont assez simples. On fait de la neuroimagerie, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, avant, après, sur ces chauffeurs avec une population contrôle, et on s'aperçoit que leur hippocampe est plus gros ou plus actif. Second phénomène que recouvre la plasticité cérébrale, c'est celui de la neurogenèse, c'est-à-dire la production de nouveaux neurones dans le cerveau. Alors, le discours en neurosciences là-dessus, c'est de dire que jusque dans les années 80, c'était totalement impensable pour la communauté neuroscientifique, hormis quelques chercheurs avant-gardistes, c'était totalement impensable que la neurogenèse, la production de nouveaux neurones, se poursuive chez les mammifères adultes. Point.
Alors il y avait quelques données sur d'autres animaux, sur des oiseaux, sur des rongeurs, mais cette plasticité qu'il a est structurelle, c'est-à-dire que le développement de nouveaux neurones et leur intégration potentielle dans des circuits fonctionnels se limitait à la petite enfance, ou à la vie intra-utérine, mais s'arrêtait ensuite. Et c'est au tournant des années 90 que plusieurs équipes, alors il y a des équipes d'Elizabeth Gould, Fred Gage, etc., qui ont réussi à démontrer, ou tenté de démontrer, que ce phénomène perdurait, alors sur des rongeurs adultes, puis sur des primates, puis sur des êtres humains. Sauf que c'est cette idée de fabrication de nouveaux neurones qui se poursuivrait chez les adultes humains est encore très débattue, et notamment parce qu'elle est impossible à démontrer techniquement, d'un point de vue technique. C'est impossible de la mettre en évidence aujourd'hui. On travaille que sur des tissus post-mortem. Quand on travaille chez les humains, chez les animaux, il y a d'autres techniques, alors notamment suivre la production de certaines protéines qui sont des marqueurs de la migration neuronale et de la neurogenèse, par exemple. Chez les humains, il n'y a que des preuves indirectes, post-mortem. Les modèles rongeurs ou les modèles primates sont critiqués aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on les trouve chez les rongeurs ou chez les primates que ça existe chez les êtres humains. Il y a différentes tailles, de complexité du cerveau. Les rongeurs sont considérés comme ayant un système neuronal flexible, immature en termes d'évolution, donc qui n'aurait pas le système de sophistication des êtres humains, qui ne serait pas assez stable. Et puis il y a de nombreuses études contradictoires. Alors vous voyez, très régulièrement, c'est le type d'articles qui paraissent dans Nature. Donc on est sur des débats extrêmement sensibles et importants. Mais, alors je reprends ce que nous a dit un neuroscientifique qu'on a rencontré. En fait, tout le monde est convaincu que ça existe, mais personne ne peut le démontrer sur l'humain. Et c'est aussi, alors il y a un très bon, pour ceux qui sont passionnés par cette question, je suis sûr qu'il y en a, un très bon blog qui résume très bien et qui dit à peu près la même chose, qu'il y a il n'y a pas de preuves, mais il y a des faisceaux de preuves suffisamment denses, importants pour penser que ça existe. Donc ces deux phénomènes recouvriraient ce que l'on désigne aujourd'hui sous le concept de plasticité cérébrale ou neuroplasticité. Notion qui nourrit l'idée que le cerveau humain n'est pas fixe, n'est pas figé, mais que sa structure et ses fonctions évoluent, se modifient tout au long de la vie, au fil des expériences et selon l'environnement dans lequel sont immergés les individus. Donc le cerveau humain serait en constante évolution, que ce soit dans ses formes pathologiques ou dans son état normal, de base plutôt. Et cette notion ouvrirait à l'idée que nous pourrions individuellement, collectivement, agir dessus et orienter ces mécanismes de plasticité. Donc c'est un phénomène qui remettrait en question l'idée d'une destinée biologique immuable, qui sous-entend que le cerveau serait malléable. Sébastien va revenir sur tout cela, et qui serait possible d'amener du changement dans un processus qui auparavant était considéré comme fixe, figé. En gros, c'est l'héritage de l'histologue espagnol Ramón y Cajal. C'est une fois que le cerveau est mature, il est fixe, il est figé. Mais qui mettrait aussi fin à un double déterminisme biologique et social, c'est-à-dire que les inégalités de classe, conditions de vie précaires, qui ont une influence sur le développement cérébral, notamment dans la petite enfance, sur la trajectoire des individus, la plasticité en fait permettrait individuellement de les surmonter ensuite, par l'éducation, par des politiques. Alors il y a énormément de littérature en sciences humaines et sociales là-dessus, c'est à peu près l'essentiel de la littérature sur la plasticité cérébrale, c'est des critiques des politiques, des biopolitiques néolibérales autour de cette question-là et sur le fait d'agir sur le cerveau pour dépasser pour faire disparaître les questions des inégalités de classe ou de vie précaire. Si vous avez fait un peu de biologie, vous le savez, il faut quand même rappeler, alors on le rappelle parce qu'en fait dans les recherches en sciences sociales sur cette question-là, c'est jamais amené, mais qu'en fait le concept de plasticité il est transversal aux sciences biologiques, il n'est pas spécifique aux neurosciences, et ceci depuis son apparition au début du XXe siècle, et il désigne généralement la propriété d'un organisme, des organismes
quel qu'il soit, à s'adapter, à se modifier en réaction à l'environnement. C'est la plasticité, par exemple la plasticité, j'ai beaucoup de mal c'est problématique hein, quand on a un projet là-dessus, la plasticité phénotypique, problème d'ancien bègue, par exemple, qui sous-tend la diversité des formes sous lesquelles le vivant existe, et donc qui permet de relativiser les conceptions du vivant que cette notion de plasticité cérébrale véhicule, qui sont des questions qu'on trouve, par exemple, qui sont classiques, hein, des questions classiques qu'on trouve dans les travaux en philosophie des sciences sur le sujet. Hein, une fois qu'on parle de plasticité en biologie, on est sur quelle dimension? Est-ce qu'on parle des facteurs environnementaux, des mécanismes d'adaptation, de la variété des formes, etc. Donc, au-delà de ça, au-delà du fait que cette notion vient renverser les conceptions fixistes du cerveau, ce qui est spécifique, et c'est un peu notre ambition, c'est de réussir à isoler pourquoi, dans ce cas précis, dans le cas de ce concept, est-ce qu'il diffuse, est-ce qu'il infuse dans une variété de domaines. D'autant plus que dans notre recherche, on s'est aperçu, dans nos rencontres avec les chercheurs en neurosciences, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs impasses qui apparaissent assez rapidement. C'est-à-dire que si le concept est partagé par les acteurs du champ, lorsqu'on rencontrait les neuroscientifiques, en fait, ceux-ci avaient tendance à avoir un discours qui nous déstabilisait au début. Alors voilà un exemple d'un chercheur qu'on a rencontré. Donc c'est un chercheur dans une institution phare hein, des neurosciences françaises qui utilise des techniques de stimulation magnétique en recherche fondamentale et en recherche clinique, en neurosciences, pour initier ce processus plastique et pour en étudier les mécanismes. Donc il nous dit qu'il teste le potentiel plastique d'une région. Par exemple, il crée ce qu'il appelle des lésions réversibles. En fait, il stimule le cerveau des personnes, il induit un dysfonctionnement léger, souvent imperceptible pour la personne, mais qui induit un temps de réaction plus lent chez ces personnes. Et puis voilà, il observe comment cette stimulation agit sur les fonctions sensitives, comment il arrive à altérer temporairement certaines capacités cognitives, sensorielles. Et seulement tout au long de l'entretien, en fait, ce chercheur nous explique qu'il ne travaille pas sur la plasticité, mais sur l'élasticité. Et donc il nous dit, j'ai un problème à appeler ça de la plasticité, pour moi, c'est de l'élasticité. Donc en gros, pour aller vite, c'est qu'en gros, une fois qu'il a modifié le fonctionnement du cerveau, il revient très rapidement à son état normal. Donc, je lui demande, mais alors pourquoi vous ne dites pas que vous travaillez sur l'élasticité? Quand on regarde ce que vous faites, vos publications, descriptives de vos recherches, vous annoncez que vous travaillez sur la plasticité. Et là, il marque un temps, hein, il se dit, c'est vrai, je sais pas. C'est parce qu'on sait que le mot plasticité est plus populaire, que les gens comprendront. Donc là, mon collègue, vif comme éclair, réagit. Les gens, c'est qui? Les étudiants qui viennent nous voir hein, pour faire une thèse ou un master. En revanche, mes cours, je peux te le montrer, je parle d'élasticité. Donc il y a un premier sujet, c'est qu'il nous dit que les gens comprendront. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient comprendre? Mais c'était pas le seul cas. Hein. C'est par exemple, si vous prenez... on avait également rencontré Alain Prochian, qui est... Sébastien va nous en parler longuement, mais qui était professeur administrateur au Collège de France, et qui tenait la chaire processus morphogénétique, et qui est un des chercheurs centraux dans la question de la plasticité cérébrale. Et quand on reprend toutes ces leçons au Collège de France, notamment ces leçons régénération et plasticité dans le système nerveux, et évolution du système nerveux, robustesse et plasticité, qui sont donc il y a plusieurs heures hein, de conférences, il utilise le terme de plasticité une fois sur ces plusieurs heures de conférences. Il parle de morphogénèse, de neurogénèse, de renouvellement cellulaire, etc. Mais jamais, une fois, de plasticité, dans le titre, pour dire qu'il va en parler. Donc le constat était assez simple, hein, le concept était affiché, mais dès que les chercheurs devenaient un peu plus précis dans le descriptif de leurs travaux, ils ne l'utilisaient plus. Ou alors pour relativiser la valeur du concept et des mécanismes qui étaient censés recouvrir, tout en reconnaissant eux-mêmes hein, la portée symbolique de ce qu'ils véhiculaient comme représentation sur l'humain et comme support de pratique. Alors on disait c'est un terme vague, c'est une synecdote, c'est un mot valise, c'est un terme d'affichage pour vendre ses recherches, c'est un truisme. Ils parlaient de réorganisation, d'élasticité, ils amenaient 1000 nuances, mais ils n'utilisaient pas ou peu ce terme, ou ils le discutaient. Et notamment, il soulignait quelques limites hein, dans ce concept, donc c'est pas exhaustif, hein, mais donc le fait que personne ne doute que le cerveau est un organisme dynamique. Oui, le cerveau réagit à son environnement et aux expériences de l'individu, c'est une évidence. La plasticité, c'est à la fois ce qu'il faut expliquer et c'est ce qui explique. Alors ça, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent, effectivement, où le concept est mobilisé autant pour justifier des pratiques, et ensuite il faudrait aller explorer
pourquoi ces pratiques agissent sur la plasticité, mais en attendant, c'est ce qui continue à légitimer scientifiquement la pratique. Moi j'écris un truc qui veut. Je comprends plus ce que ça veut dire. Donc voilà, bref. Ensuite, le concept recouvre des réalités observées. Alors ça, c'est un élément fondamental qui revient régulièrement. C'est que le concept de plasticité recouvre des réalités observées qui sont tellement différentes en termes de niveau, d'échelle, entre la cellule et le réseau, entre la région cérébrale et la cellule, entre l'observation de changements comportementaux. Une fois qu'on agit, par exemple, typiquement, notre collègue qui agissait sur le cerveau des personnes, il observait ensuite des transformations, enfin des effets cognitifs ou comportementaux. Quand on observe des effets biologiques, moléculaires, chimiques, fonctionnels, sans finalement que les liens causaux puissent être clairement établis. Est-ce que, par exemple, dans le cas de nos chauffeurs de taxi londoniens, est-ce que cette augmentation de l'hypothalamus, c'est quoi? C'est une augmentation de l'activité synaptique qui se traduit par un changement de comportement identifiable. Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce qu'il y a plus d'échanges? Est-ce que c'est juste une question de volume? Est-ce qu'il y a plus de neurones? Est-ce qu'il y a plus de connexions? Alors je crois qu'il y a en tout cette hypothèse, mais en fait on ne sait pas pourquoi ils ont... C'est pas un hypothalamus, c'est l'hippocampe. Pourquoi les chauffeurs de taxi londoniens ont un plus gros hippocampe que les autres. Donc si on revient par exemple sur les deux catégories qu'on a isolées, que le phénomène recouvre, plasticité synaptique et récupération ou neurogenèse, pour les neuroscientifiques, en fait, elles recouvrent des phénomènes qui sont distincts. Est-ce que c'est de la régulation de l'adaptation? Est-ce qu'elle permet de la variabilité? Est-ce que s'il y a des nouveaux neurones, à quoi ils servent en fait dans un système surtout qui est a priori déjà équilibré, donc est-ce qu'il ne viendrait pas déséquilibrer un système? Ce sont des questions qui sont toujours en cours. En termes d'échelle temporelle, entre les différents phénomènes observés, on est parfois de l'ordre de la microseconde, micromilliseconde parfois, et parfois on est sur l'échelle d'une vie, sur des décennies. Et puis il y a les limites techniques, on est généralement que sur des observations indirectes, de l'imagerie cérébrale ou fonctionnelle, mais qui sont des mesures assez fragiles. On voit des transformations structurelles entre un avant et un après, ou entre une population contrôle et des personnes qui généralement, alors le cas typique c'est quelqu'un qui réalise un entraînement long d'une tâche spécifique. C'est le cas, il y a des recherches sur les sportifs par exemple, et puis on voit qu'effectivement il y a une activité cérébrale qui augmente dans certaines régions, mais qui peut ensuite revenir à la normale une fois que la personne arrête. Donc, encore une fois, il y a un accord dans le domaine sur la faiblesse, là aussi, du concept et des niveaux de preuve, mais pourtant, ce concept circule toujours, il est utilisé toujours, il sert toujours à justifier des pratiques, même par les neuroscientifiques ou des politiques publiques. Sachant, encore une fois, que toutes ces nuances disparaissent assez vite aussi bien dans les usages que alors évidemment, les sites que je vous montre sur le coaching, le yoga, etc., toutes ces nuances disparaissent. Mais le concept circule. Alors, une première remarque peut-être importante là tout de suite, c'est que finalement le concept de plasticité qui circule, c'est celui de la plasticité synaptique, et pas celui de la neurogenèse. C'est-à-dire que c'est le phénomène d'apprentissage, adaptation, réhabilitation qui circule, et pas celui de production de nouveaux neurones. Donc, on va faire un petit détour pour essayer de comprendre quand même à quoi on a affaire. On va faire un détour par les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, qui se penchent sur l'émergence de ce concept et son succès, et qui peut peut-être nous éclairer et aider à proposer quelques pistes qui expliquent le succès de ce concept et sa circulation. Alors tout d'abord, on peut noter que les chercheurs s'accordent rarement sur les origines du concept, et surtout question classique, jusqu'où est-ce qu'il faut remonter dans l'histoire des disciplines ou l'histoire du concept pour retrouver la source des formes de plasticité qui circulent, qu'elles conviendrait d'isoler, ou les transformations anthropologiques, épistémologiques qui l'impliquent. Alors j'ai imaginé un spectre avec deux figures, chacune à une extrême. Alors il y a le philosophe Denis Forrest qui remonte, alors comme beaucoup d'autres, au philosophe William James. Il y a ces principes de psychologie dans lesquels James évoque un lien entre plasticité des matériaux et nouvelles habitudes.
Et ce lien, cette vocation, cette idée que des nouvelles habitudes mobilisent ou font émerger la plasticité des matériaux à travers les usages, resterait, selon Forrest, l'un des usages en circulation dans la notion de plasticité cérébrale. Donc, mais surtout que cette vocation explicative en fait, ne dit rien sur la nature même des modifications qui sont impliquées par les usages. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a un philosophe, Tobias Rhys, qui est un élève de l'anthropologue Paul Rabinow, qui a fait sa thèse sur les implications épistémiques au niveau des idées, des conceptions du vivant, qui émergent spécifiquement des recherches d'Alain Prochian, qu'on a évoquées. Et pour qui, selon Tobias Rhys, ces travaux de Prochian amènent une véritable rupture anthropologique fondamentale. Alors pour Rhys, remonter jusqu'à James, c'est une aberration, ou même simplement jusqu'aux années 70, où c'est une erreur méthodologique et conceptuelle. Donc Rhys, en fait, je m'y attarde parce que si je ne partage pas ses analyses, en fait, on peut en tirer quand même quelques idées. Donc grossièrement, pour Rhys, l'apport des recherches de Prochian, au tournant des années 2000, dans le domaine, c'est de démontrer que le cerveau humain adulte, donc certes, continue de produire des neurones tout au long de la vie, ça on l'a vu, mais surtout, c'est ce que Prochian amènerait selon Rhys, c'est que ces neurones en fait n'auraient pas de fonction immédiatement définie. En gros, c'est de la production de neurones sans but défini. Donc c'est central puisqu'en fait c'est du vivant qui produit du vivant sans but. Bon, c'est très discutable ce qu'il dit, donc c'est en fait une plasticité qui serait elle-même instable, qui crée de l'instabilité, qui crée de l'indéfinition et de l'infini, contrairement, selon lui, à la plasticité synaptique qu'on a déjà vue, qui en fait, elle, est un mécanisme qui est déjà contraint, contenu, qui répond à des règles définies. Donc en fait, selon Rhys, avec Prochian, avec cette production de neurones sans but, on a un cerveau qui est la source d'investigation infinie parce qu'il ne cesse de se recréer, ne cesse de changer, ne cesse de transformer, mais aussi de créativité infinie pour les individus potentiellement, pour les humains, qui potentiellement donc ne cesseraient de se réinventer, de se recréer. Alors on peut reprocher à cette perspective de redoubler en tout cas le discours neuroscientifique, de produire en fait de nouveaux essentialismes, et alors comme... parce que moi j'ai pas noté la référence, mais je crois que c'est Maurizio Meloni qui, dans une review de ce bouquin, dit qu'il hyperbolise la signification philosophique de la neurogenèse. Bon, c'est un peu le cas. Mais en tout cas, il dit quelque chose qui, moi, m'intéresse en termes de temporalité. C'est-à-dire que c'est sans doute effectivement au tournant des années 2000 qu'il se passe quelque chose autour du concept de plasticité. Même si Sébastien, alors il n'en parlera pas, mais il a trouvé des textes de chercheurs en neurosciences qui, dès les années 70, trouvent déjà qu'on parle trop de ce concept flou. Ce qui d'ailleurs nous a étonné, qui est employé à tort et à travers, mais qu'en tout cas la figure de Prochian n'est peut-être pas pour rien dans la circulation de ce concept, dans son succès, mais c'est certainement pas suffisant. Notamment peut-être que Prochian joue un rôle parce qu'il est... C'est un truc qu'amène Rhys aussi, c'est que Prochian enfin il ne l'amène pas comme ça, mais Prochian est un des premiers à produire un discours philosophique, épistémique sur ce qu'implique la neurogenèse, sur ce qu'implique d'avoir un cerveau plastique. Ce qui pour Rhys en fait n'est pas le cas dans les années 70. Dans les 70 déjà, il y a des chercheurs qui tentent d'identifier la neurogenèse, qui tentent de démontrer les processus de plasticité synaptique, mais ils n'ont pas de discours sur ce que ça implique d'un point de vue philosophique, d'un point de vue ontologique. Ils font juste de la science dure. Donc on va voir ça avec Sébastien. Et puis ensuite, sans doute, parce que la notion de plasticité à ce moment-là, dans les années 2000, au tournant des années 2000, accompagne, ou en tout cas contribue à initier peut-être, c'est un glissement plus général en neurosciences concernant les conceptions du cerveau, de sa structure, de sa porosité, donc qui va d'une conception fixiste, localisationniste, un cerveau fixe avec des fonctions identifiées à des endroits précis, qui au tournant des années 2000 devient plutôt un cerveau conçu comme un système de réseau, notamment par l'arrivée des techniques de neuroimagerie et les techniques de neuromodulation, c'est-à-dire qu'on ne pense plus en termes de centre, mais plutôt en termes de région, ou de région avec une fonction associée, mais plutôt en termes de réseau fonctionnel. Et à présent,
l'idée d'un cerveau qui serait lié à son environnement et qui serait modelé de l'extérieur, modelé dans sa structure et son fonctionnement par tout ce qui se trouve en dehors de la boîte crânienne. Voilà. Il y aurait cette notion de plasticité accompagnerait ce déplacement. Alors, deuxième piste d'analyse. Un argument qui me paraît central pour justifier le succès de cette notion et de ses usages, c'est l'idée qu'en fait cette circulation du concept de plasticité, elle s'adosse et elle légitime des dispositifs techniques et des pratiques, ou l'agencement de discours et de techniques. Donc c'est-à-dire qu'elle justifie, elle s'adosse, elle justifie ces techniques et ces pratiques qui permettent justement de manipuler le cerveau, que ce soit sur le plan de la recherche fondamentale, de la clinique, du soin, des politiques publiques ou, comme on l'a vu, du bien-être, etc. Donc c'est l'idée qu'on retrouve chez certains auteurs, hein, c'est l'idée que si la plasticité est une capacité du cerveau qui est héritée de l'évolution, c'est aussi devenu une compétence sur laquelle on peut travailler individuellement. Sur laquelle il est possible aujourd'hui de travailler individuellement parce qu'on a des outils, parce qu'on a des technologies, parce qu'on a les moyens de le faire. Et qui devient aussi une cible d'intervention collective, ce qui implique de déployer des technologies, des techniques et des modalités pour cela. Ou de relire certains usages préexistants à l'aune de l'émergence de ce concept et qui viendraient expliquer leur efficacité ou réexpliquer son efficacité. Anselme et Magistretti ont fait un bouquin pour expliquer les effets de la psychanalyse, notamment ils mobilisent le concept de plasticité. Alors par exemple, c'est des idées qu'on trouve aussi bien dans les travaux du chercheur qu'on a évoqué précédemment, qui travaille sur l'élasticité, et qui développe des dispositifs qui sont fondés sur des technologies de simulation qui permettent de mettre en évidence ces mécanismes, ou à minima de les manipuler, que dans la recherche fondamentale qui s'est déployée à travers l'avancée de techniques qui permettent aujourd'hui de moduler, d'isoler ces phénomènes, que des techniques d'entraînement cérébral, en neurologie, en psychiatrie, qui envisagent justement d'orienter ou d'inciter ces phénomènes de neuroplasticité. C'est aussi les usages de psychostimulants qui sont en partie justifiés par ce concept, que le retour de l'hypnose ou des recherches psychédéliques qui sont là aussi mobilisées par le fait qu'ils agiraient sur la plasticité cérébrale et que c'est une des raisons pour lesquelles elles seraient efficaces. Et puis on peut citer sur un autre plan tous les dispositifs et politiques publiques en santé ou en éducation qui mobilisent les savoirs neuroscientifiques et qui ont recours à ce concept de plasticité, à son prestige, pour convaincre de leur légitimité, alors qu'ils spéculent sur le fait qu'ils vont pouvoir justement agir sur la plasticité. Et c'est l'essentiel des travaux en sciences sociales, hein, je l'ai déjà dit sur ça, notamment les travaux dans le champ de l'éducation, la parentalité, de la santé mentale, de la justice, notamment autour de la jeunesse ou des adolescents qui seraient des catégories à risque, et notamment à risque parce qu'ils n'auraient pas un cerveau mature et qu'il faudrait développer des politiques publiques pour orienter justement cette maturité cérébrale. On a l'ambition peut-être de tenter à un moment ou à un autre de croiser cette variété d'usages, cette variété de technologies avec la variété des sens que recouvre ce concept. Et donc c'est là que je vais passer la parole à Sébastien qui va plutôt s'intéresser à ce domaine-là. Alors, pour aborder la question sous un autre angle, on s'est posé la question de savoir s'il était possible de mesurer l'ampleur de la diffusion du concept dans, disons, l'espace public en général, au plus large possible. Et donc, ça impliquait de s'intéresser au mot, en fait, au mot plasticité, et de se demander si, en fait, la plasticité en tant que terme avait connu une sorte de cérébralisation depuis quelques années. Parce qu'en fait, plastique ou plasticité, c'était un signifiant qui a de multiples signifiés. Dès le XVIIIe siècle, hein, c'est recevoir une forme, donner une forme. Il y a des usages attestés en philosophie, en esthétique, en biologie dès le XIXe siècle, mais aussi en sciences des matériaux, en sciences de l'ingénieur, avec l'acception majeure, par exemple, de l'adjectif plastique, qui est celui de malléable, en fait. La propriété est modelée au sens propre, comme l'argile ou le béton, ou au sens figuré. Et il y a des exemples très anciens de, par exemple, un texte plastique à l'interprétation. Le terme lui-même de plasticité apparaîtrait d'après le Trésor de la langue française à la fin du XVIIIe siècle, 1785, pour désigner la qualité de ce qui est malléable. Et plus tard, au cours du siècle, le XIXe siècle, plasticité peut aussi équivaloir à adaptabilité, en particulier du caractère d'une personne. Bon, je vous épargne les différents sens qui sont empilés depuis cette époque, mais dans un
un dictionnaire de référence contemporain comme le Larousse, vous voyez qu'il y a plusieurs sens qui sont agrégés au terme de plasticité. Et si on va du côté du Robert, on a aussi quelques exemples qui se rattachent à la plasticité cérébrale, du coup, et c'est seulement plutôt dans les années 2020 que ça apparaît. Alors après, donc, on s'est posé la question de savoir si le sens avait varié beaucoup dans disons, les dernières décennies ou derniers siècles, et en fait, avec l'outil Ngram-Viewer, qui permet d'évaluer la proportion d'occurrence d'un terme ou d'expression dans les millions de livres publiés entre 1820 et 2019 et numérisés dans le cas de Google Books, les résultats concernant plasticité montrent clairement des usages qui remontent au début du 19e et qui sont en croissance continue jusqu'au début du 20e, avec un accroissement notable après 1920. Et il y a deux pics, un entre 45 et 55, ensuite il y a une période de déclin, et un nouvel essor à partir des années 80. Alors évidemment, on n'a pas tout regardé, mais on a fait des sondages, et le sondage de l'après-Deuxième Guerre mondiale montre en fait des usages du mot plasticité qui concernent les sciences de l'ingénieur, des matériaux, de la géologie, de l'hydrologie, plasticité de l'acier, du béton, de la céramique, etc. Il y a aussi des mentions dans la littérature zoologique ou océanographique ou botanique, mais aussi la littérature médicale, on parle de plasticité musculaire, des os, des cartilages, et aussi dans certains bulletins consacrés aux beaux-arts, à la philosophie, à l'archéologie. Les mentions à la plasticité cérébrale, neuronale, synaptique sont relativement absentes, même quasiment absentes, même si je ne peux pas le dire absolument, mais en tout cas de cette période-là, et ça apparaît plutôt dans les années 80, mais sans être majoritaire par rapport aux autres sens que j'ai déjà évoqués, et donc on retrouve dans les années 80 jusqu'à nos jours, alors ça concerne les livres, des usages en physique, en géologie, en ingénierie, sciences des matériaux, etc., philosophie, infocom, etc. En fait, l'apparition du sens autour des neurosciences qu'a décrit Baptiste, en fait, est cohérente aussi avec l'histoire des neurosciences qui montre un peu la résurgence et l'établissement de la notion dans la recherche, en gros, on va dire dans les années 70. Alors, du coup, on s'est tourné plutôt vers la presse pour voir s'il y avait quand même une espèce de cérébralisation de la plasticité en analysant un corpus de la presse francophone entre 1995 et 2021. Donc c'est un corpus qui a été constitué grâce à la base Europress, un corpus de 10 000 articles donc, qui utilise le mot plasticité seulement. Et en fait, ça donne une vision plus restreinte de la signification du terme, donc qui est associé préférentiellement au registre cérébral. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. En gros, il y a deux façons. Alors ça s'appelle la textométrie. Il y a plusieurs types d'applications qui sont utilisées. Moi, j'ai pris quelque chose qui est développé par des labos du CNRS, qui s'appelle TXM. Donc en fait, soit c'est un usage en valeur absolue, soit ensuite avec selon un algorithme un peu compliqué, proportionnellement associé à. Et on se rend compte qu'en fait, si vous enlevez les termes vides, genre les articles, les adverbes, etc., en fait, les termes les plus souvent associés à plasticité dans la presse, y compris la Libre Belgique, c'est cerveau, cérébral, il y a neuronal aussi, et en fait, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, on retrouve à peu près c'est des termes assez précis et qui tournent autour du registre du cerveau. Ensuite, si on veut regarder un petit peu les usages qui sont faits de ça, j'ai constitué deux sous-corpus, là où plasticité est associée à cerveau et là où plasticité est associée à capacité qui est un terme plus générique, et on se rend compte que, en fait, les termes qui sont associés, c'est donc toujours transformation, adaptation, je crois qu'il y a apprentissage qui se balade aussi, bon, il y a le cerveau juvénile. Et donc, en fait, le point de départ fourni par cette analyse textométrique donne à penser à une possible augmentation de la présence de la plasticité cérébrale dans l'utilisation journalistique du mot plasticité depuis les années 2000 et surtout d'ailleurs depuis les années 2010. Et donc en fait une cérébralisation du terme. Et alors là on pourrait du coup penser que la presse a suivi en cela une certaine actualité éditoriale autour de la question, accompagnée de l'apparition de figures publiques, parce qu'on voit qu'en fait il y a des pics dans les articles à certaines dates qui correspondent en gros à la publication d'essais dont je vais parler maintenant et dont je vais vous proposer une chronologie un peu sommaire. Alors un tout petit retour en arrière, les grands essais de scientifiques des années 70-80 ne recourent pas à la notion de plasticité cérébrale ou synaptique, tout ce que Baptiste a évoqué, ni d'ailleurs proposer de théorie spécifique la concernant. La préoccupation de l'époque, ça tourne plutôt autour de la dialectique entre permanence et variation dans le vivant, la notion d'hérédité, la notion de programme génétique, la notion d'organisation du vivant, même si on regarde un petit peu dans les essais, les choses sont déjà un petit peu là. Par exemple, François Jacob,
dans certains de ses essais, parle de programmes génétiques ouverts ou de flexibilité de l'évolution humaine, ou Stephen Jay Gould dans La même mesure de l'homme, qui emploie cette expression qui est aussi très intéressante de potentialité biologique. Voilà. Donc en fait, il y a plein d'idées qui tournent autour de ça, mais le vocabulaire en fait n'est pas encore lié à la plasticité, et encore moins à la plasticité cérébrale, alors que le concept semble en fait donc s'installer dans les années 70. Les principales idées qu'il véhicule sont déjà formulées sans doute au début des années 80, parce qu'on voit ça notamment quand on analyse dans le catalogue de la Bibliothèque nationale française les thèses, et on voit qu'il y a des thèses en biologie dans les années 80 qui comportent le thème de plasticité cérébrale, au moins dans leur intitulé ou leur résumé. Mais en fait, au niveau de l'espace public diffusé auprès du grand public, c'est vraiment au tournant des années 80-90 qu'il se passe quelque chose. Alors, les années 80 en France, c'est l'essor des neurosciences dans l'espace médiatico-intellectuel. À ce moment-là, l'accent est encore porté sur l'apport que représenteraient les neurosciences, en gros en concurrence par rapport aux approches des sciences humaines et sociales, de la psychologie classique. Mais si on regarde les essais qui ont connu un relatif succès dans les années 80, que ce soit Marc Jeanneret, Jean-Didier Vincent, en fait, ils n'abordent pas de près ou loin la question de la plasticité cérébrale, à l'exception de L'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, mais qui ne parle pas de plasticité, 83, L'homme neuronal, mais il parle plutôt de flexibilité de l'encéphalum. Et c'est en fait Alain Prochian, encore lui, qui, donc en 89, en fait, est le premier à mettre à l'honneur la plasticité dans un essai, destiné à une grande diffusion, donc dans un essai qui s'appelle « La construction du cerveau », qui est publié chez Hachette, dans une collection dirigée par Dominique Lecourt, qui est un philosophe des sciences assez connu, qui était anciennement proche d'Althusser, disciple de Canguilhem, et donc qui accueille ce livre d'Alain Prochian, qui à l'époque est âgé d'une quarantaine d'années, qui est directeur de recherche au CNRS dans un labo rattaché à l'INSERM et au Collège de France. Et donc c'est le deuxième livre grand public. Et je pense que la signification intellectuelle de l'apparition de cet essai, il est manifeste dès l'avant-propos du livre d'Alain Prochian, puisqu'en fait il y a une préface écrite par Dominique Lecourt qui inscrit l'essai clairement à la fois dans un mouvement de lutte contre le réductionnisme neurobiologique et aussi une interrogation autour de la révolution que représenteraient les neurosciences. Donc Prochian semble être le premier à affirmer avec force que la plasticité est des caractéristiques majeures du système nerveux. Donc je ne vais pas vous relire les citations il y aura beaucoup de citations là, je vous prie de m'en excuser par avance. Donc il y a tout un plaidoyer pour la plasticité dans son livre, avec une défense aussi de l'épigénétique, une opposition très nette au réductionnisme biologique. L'ouvrage est réédité dans les années 90, et dans la postface, dans la deuxième édition de 93, il revient sur ces idées-là. Il évoque aussi certaines idées reçues dans la recherche, notamment celles relatives au fixisme des connexions neuronales, et ça c'est un thème sur lequel il reviendra souvent dans les décennies suivantes. Ceci dit, ensuite, dans sa production grand public, parce qu'ensuite il a énormément écrit, il est passé chez l'éditrice Odile Jacob, il a fait beaucoup d'essais, sa promotion de la plasticité est moins évidente, elle frappe presque davantage d'ailleurs dans la forme que dans le fond de ses discours. En revanche, il faut citer quand même un texte qui est un texte de statut intermédiaire, je dirais un texte savant à destination d'un grand public, cultivé, qui est sa conférence inaugurale au Collège de France, à la fin des années 2000, qui est copublié par un éditeur prestigieux qui est Fayard, et dans ce court volume, Prochian rappelle les enjeux proprement scientifiques de la mise au jour de la plasticité cérébrale, à savoir une contestation d'une conception exagérément fixiste du fonctionnement cérébral que, d'après Prochian, Alan Turing et plus encore ses épigones nous auraient légué. Et il choisit vraiment d'insister sur les possibilités d'individuation permises par le système nerveux et ses prolongements techniques et culturels, et donc non pas les contraintes induites par le fonctionnement de l'organisme. Et à partir des années 90, et surtout les années 2000, il va se muer en une sorte d'auteur un peu plus excentrique par rapport à, disons, au milieu académique moyen, où il ne va jamais vraiment aborder la plasticité de front, mais on en devine à chaque fois l'influence souterraine, notamment autour d'un thème qui développe satiété, qui est celui de la nature de l'espèce humaine. La nature de l'espèce humaine est d'être à nature. Et notamment dans son essai d'anthropologie sadienne, intitulé « La biologie dans le boudoir ». Voilà. Alors, c'est à la fois quelqu'un qui est parfaitement intégré dans les plus hautes sphères du champ académique, puisqu'il est au Collège de France et qui va d'ailleurs administrer de 2015 à 2019, il est aussi membre de l'Académie des sciences, etc. Mais en même temps, il cultive un style assez iconoclaste qui le distingue de ses collègues, et notamment, il a une grande appétence pour la littérature, la philosophie, les arts, et il va faire du théâtre dans les années 2000 avec l'homme de théâtre Jean-François Perret. Il va faire plusieurs pièces qui vont à la fois, alors qui sont
disons, édités sous un thème général qui s'appelle Traité des formes, et qui vont aussi faire la part belle à la notion de plasticité, à la fois dans les thèmes, mais aussi dans la mise en scène de ces spectacles. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais enfin, bon, c'est quelque chose donc, qui aussi passe par, disons, une mise en scène, une diffusion artistique. Ceci dit, malgré les efforts de Prochian, jusqu'au début des années 2000, la plasticité, ce n'est pas encore un concept très diffusé dans l'espace public. Il y a énormément encore de présentation publique des neurosciences lors de la décennie du cerveau. Mais cette vision très dynamique et souple du fonctionnement du cerveau ne semble pas encore majoritaire, en tout cas dans cette production grand public, en dehors peut-être d'Oliver Sacks, des essais d'Oliver Sacks. Mais si vous regardez les grands essais des années 90, d'Edelman, de Damasio, de Changeux dans son dialogue avec Ricoeur, voire de Boris Cyrulnik aussi, bien sûr de Steven Pinker en traduction, eh bien en fait, on n'en parle pas vraiment. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui en parle en France, en tout cas, c'est Marc Péchanski, qui, comme par hasard, est édité dans la même collection et par le même directeur de collection, Dominique Lecourt, donc dans un livre qui s'appelle Le cerveau en 4 dimensions, publié en 1993. Donc Marc Péchanski, né en 1952, directeur de recherche à l'INSERM, proche de l'extrême gauche et notamment du Parti lutte ouvrière, en fait, il mène des travaux depuis la fin des années 80 sur les premières thérapies géniques. Il travaille sur la maladie de Parkinson, Huntington aussi. Et c'est sans doute l'essai qui met le plus en avant la plasticité dans ses prolongements vis-à-vis des sciences sociales. Donc l'usage, en fait, il reconnaît que l'usage est pour l'instant resté confiné dans les cercles académiques, mais qu'à un moment donné, ça va, enfin, il faut en parler et en fait peut-être parce qu'en fait ça vaut le coup. Il propose une définition, disons, qu'on va retrouver énormément, donc cette capacité à se remodeler perpétuellement en fonction de l'expérience. Voilà, hein, ça c'est le genre de choses qui vont être ensuite énormément vulgarisées et diffusées dans l'espace public. En fait, voilà, toutes ces notions-là. Voilà, et donc notamment en lien avec l'apprentissage et le fait que en fait, l'inné n'a plus exactement la même influence qu'on lui attribuait. Et ça, c'est en rapport avec toutes les discussions qui agitaient le champ intellectuel français dans les années 70-80. Donc en fait, et ça ouvre notamment vers les sciences humaines et sociales. En fait, ils considèrent véritablement que la neuroplasticité est un concept passerelle entre les sciences du vivant et les sciences sociales. Ce sont des choses ensuite, enfin, c'est une piste qui va être complètement suivie par certains chercheurs, alors sans forcément d'ailleurs qui se réfèrent à Péchanski, se réfèrent plutôt à Paul-Marie Liédot, mais par exemple quelqu'un comme Bernard Lahire, dans les années 2010, va véritablement, il va essayer en tout cas de se saisir de cette notion de plasticité cérébrale pour dire que voilà, ça peut être un fondement de ce qu'il considère une sociologie dispositionnaliste. Mais il y a un autre, aussi difficile à dire, mais il y a une autre chercheuse qui va véritablement s'en emparer, sur laquelle je vais passer un peu de temps, qui est Catherine Malabou, qui donc va faire de la plasticité cérébrale un véritable objet philosophique. Alors, la première moitié des années 2000, en fait, voit la confirmation et l'affirmation de la plasticité cérébrale comme un thème à part entière dans les essais scientifiques. C'est à cette époque-là aussi qu'est traduit la neurobiologie du comportement de personnalité de Ledoux. Mais la plasticité va aussi sortir du domaine purement neuroscientifique, médical, et va avoir plusieurs, disons, vies parallèles, si vous voulez. Et la principale figure de ce mouvement au début des années 2000, c'est Catherine Malabou, donc philosophe, né en 59, qui soutient sa thèse en 94 sous la direction de Jacques Derrida, consacrée à Hegel, qui est publiée 2 ans après. Mais dans cette thèse et dans cet essai, qui ne parle pas encore de neurosciences, Malabou se focalise sur l'apparition du terme plasticité dans l'œuvre de Hegel, et elle le voit comme un des centres de la philosophie hegelienne. La plasticité apparaît donc dans le travail de cette chercheuse, de cette penseuse, comme quelque chose qui permet de penser le devenir, voilà, dans un cadre dialectique, et les références à la biologie, pour l'instant, sont assez faibles. Ensuite, dans la suite de ses travaux, elle va s'intéresser aux neurosciences, et elle va donner à sa réflexion un tour sensiblement différent. Quand elle est maîtresse de conférences à Nanterre de 1995 à 2011, elle organise en 1999 un colloque entièrement consacré à une définition beaucoup plus large et transdisciplinaire de la plasticité, qui se tient d'ailleurs, enfin c'est pas un hasard, dans un studio national des arts contemporains à Tourcoing. Et les actes sont édités en 2000 chez un éditeur qui n'a rien de scientifique, qui est Léo Cher, qui est une petite maison en lettres et sciences humaines, disons, qui se veut un peu d'avant-garde, mais qui est plutôt littéraire, quoi. Et les participants au colloque, en fait, illustrent un peu l'empreinte transdisciplinaire de l'entreprise. À la fois, il y a Derrida,
il y a l'historien de l'art Georges Didier Huberman, il y a des biologistes comme Jean-Jacques Kupiec, il y a une historienne des sciences Bernadette Bensaud-Vincent, il y a aussi un écrivain Mehdi Belhachkassem, et l'ensemble du travail est dédié à Jean-François Lyotard, qui venait de décéder peu de temps avant. Donc voilà, et les actes s'ouvrent sur un texte de Malabou qui mêle à la fois référence philosophique et allusion aux neurosciences. Voilà. En revanche, le livre en lui-même, en fait, empile les traitements de la plasticité en histoire de l'art, en cinéma, etc., et en biologie, mais sans véritablement les faire dialoguer. Et il faut attendre le livre suivant de Catherine Malabou, 2004, Que faire de notre cerveau, qui va véritablement lancer qui va la faire connaître pour ses réflexions autour de la plasticité cérébrale. Alors ça paraît chez Bayard, qui est un éditeur catholique, dans une collection qui s'appelle Le temps d'une question, qui avait été lancée 2 ans auparavant, et qui est un peu une collection un peu prestige, si vous voulez, de Bayard, où en fait il demande à plein d'intellectuels en vue de disserter sur un thème à la mode, on va dire. Et d'ailleurs, Malabou précisera dans la seconde édition de l'essai en 2011 que c'est un petit volume, hein, c'est 170 pages, que c'était un livre de commande dans un format d'avance fixé. Et ça, c'est une notation qui est intéressante parce qu'en fait, ça veut dire que dans l'histoire intellectuelle de la plasticité cérébrale, en fait, il y a un projet éditorial qui appelle une intellectuelle à faire un livre sur cette question. Et donc, en fait, ça veut dire que ça commence à revêtir un attrait dans les circuits de grande diffusion de production intellectuelle, en gros, au début des années 2000, quoi. Alors, dans l'introduction, elle pose les termes d'une alternative avec laquelle elle ne va cesser de jouer, entre d'un côté la plasticité comme capacité à être manipulée, en gros, à être conditionnée, et d'autre part la plasticité comme potentialité de liberté et d'action. Et en fait, aux yeux de Malabou, tout l'enjeu semble être de soustraire les cerveaux sujets, c'est comme ça qu'elle parle, on pourrait dire aussi les sujets cérébraux, si on parlait comme Alain Ehrenberg, à l'emprise du capitalisme, dans une perspective inspirée par un livre qui venait de sortir et qui avait fait grand bruit, de Luc Boltanski et F. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, en 1999. L'idée, c'est aussi que la plasticité cérébrale pourrait être considérée comme la forme privilégiée de la naturalisation du capitalisme. C'est quelque chose aussi qui est abordé un petit peu dans le livre de Boltanski et Chiapello. En gros, plasticité égale flexibilité managériale, travail en réseau, etc. Sauf qu'en bonne dialecticienne, elle ne s'arrête pas au rejet de la notion, et ça s'ouvre sur un deuxième moment où elle explique qu'il faut exploiter la plasticité pour œuvrer à l'avènement d'un nouveau matérialisme et aussi peut-être d'une résistance. La plasticité, voilà, manifeste une ambiguïté parce qu'elle peut se donner à la fois comme l'image du capitalisme, mais aussi le refus du capitalisme. Voilà. Donc la modernité du concept est qu'il désigne autant l'hétéronomie potentielle du sujet que sa puissance d'émancipation à l'égard des déterminants de toutes sortes, qu'ils soient biologiques ou politiques. Je ne commente pas la totalité de la citation, mais il y a une référence à Jacques Monod, hein, la nécessité génétique, le hasard et la nécessité. Et l'idée, en fait, c'est que on peut s'émanciper des contraintes exercées par les facteurs biologiques ou socio-économiques et politiques. Voilà. Par la suite de son livre, alors je fais une parenthèse, c'est un livre qui a eu un relatif... un impact assez important à l'étranger, puisqu'il a été traduit en allemand en 2006, puis ensuite en anglais en 2010 ou 2011, qu'il a été d'ailleurs chroniqué par Tobias Rhys, il me semble. Donc, elle consacre un long développement aux 3 types de plasticité que les neurosciences font apparaître. Alors, donc là, c'est résumé, hein, en fait, ça reprend ce que Baptiste a dit tout à l'heure. Elle se réfère même à Alain Prochian pour évoquer l'existence d'une neurogenèse adulte. Et en fait, ce qui est important dans son interprétation de la plasticité, c'est que pour elle, ça semble ouvrir sur une auto-affirmation humaine presque sans limite, qui, sans être élastique polymorphe, tolère un remaniement constant des différences de destin et un façonnement de l'identité singulière, donc quelque chose qui donc vous permet une auto-affirmation sans limite. Et en fait, quel que soit l'angle sous lequel on considère l'affaire, hein, que ce soit managérial, capitaliste ou critique émancipateur, la plasticité, selon elle, porte en elle l'idée d'une évolutivité, d'une transformation sans fin, qui remet d'ailleurs en question l'idée même de programme ou de pouvoir central, et alors là, dans une espèce d'inspiration deleuzienne, de dire voilà, que la plasticité, c'est aussi la remise en cause de la centralité cérébrale, mais aussi la centralité du pouvoir, et donc une souplesse réticulaire des structures de commandement.
Je vous laisse méditer là-dessus et je vais enchaîner sur la suite de sa production. Je vais aller très vite. En fait, le problème, c'est que dès la fin des années 2000, elle va accorder beaucoup moins d'importance à la plasticité. Elle va se rendre compte que, enfin, en tout cas, de son point de vue à elle, c'est quelque chose peut-être qui est peut-être pas si clair que ça. Elle estime notamment qu'en fait, finalement, peut-être que parler de plasticité cérébrale, c'est un risque d'avoir un discours réductionniste sur l'irréductionnisme, si vous voyez un peu le raisonnement, et qu'en fait, c'est quelque chose peut-être qui est peut-être une impasse d'un point de vue d'une pensée critique émancipatrice. Et donc, en fait, elle va plutôt mettre l'accent sur la notion de désaffiliation et dépression empruntée soit à Robert Castel, soit à Alain Ehrenberg dans la suite de ses travaux. Et elle va donc beaucoup moins s'intéresser à la plasticité, même si elle va y revenir de temps en temps, j'y reviendrai à la fin. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est à partir du moment où elle va quitter la France et qu'elle va aller enseigner en Grande-Bretagne puis aux États-Unis qu'en fait, elle va véritablement changer ses objets et plutôt se focaliser sur le féminisme et la pensée anarchiste, choses sur lesquelles elle travaille encore maintenant. Donc du coup, à partir des années 2010, on a une autre figure qui apparaît autour de la plasticité, c'est Catherine Vidal. Alors, à partir des années 2010, la plasticité va être de plus en plus mentionnée, il faut vraiment avoir conscience de ça, dans les essais scientifiques au sens large, va connaître une diffusion dans des supports de plus en plus disparates, des ouvrages, de guides santé pratique, des bandes dessinées, des pièces de théâtre, des vidéos sur YouTube, des documentaires, etc., avec des canaux de diffusion. Alors, il y a ceux du soin, évidemment, la psychiatrie, psychologie populaire. Par exemple, je ne sais pas si Michel Simès est connu en Belgique, mais voilà, il est particulièrement actif en la matière. Céline Alvarez autour des questions d'éducation. Puis aussi, il y a énormément de livres de spiritualité qui vont s'emparer de ça. Alors, soit une spiritualité de type séculier, soit chrétienne, soit bouddhiste. Et puis, évidemment, il y a tout le continent du développement personnel. Bon. Alors, il y a des formes hybrides qui apparaissent, qui mêlent tous ces différents registres. Et l'une des figures les plus remarquables à mélanger tout ça, c'est la neurobiologiste Catherine Vidal, qui acquiert une visibilité bien plus large que celle d'Alain Prochian ou Catherine Malabou. Donc, elle est née en 1951. Et à la fin des années 2000, elle est directrice de recherche au CNRS. Elle a passé sa carrière à l'Institut Pasteur. Elle a travaillé sur le VIH, notamment, et comment le VIH affecte le cerveau. Et parallèlement à sa carrière de chercheuse, elle intervient en tant qu'intellectuelle publique, des essais, des conférences, des interviews, etc. Et ses thèmes de prédilection sont les enjeux éthiques et politiques des neurosciences, le féminisme, en particulier dans les neurosciences. Elle est membre de l'Institut d'études féministes Émilie du Châtelet, du laboratoire de l'égalité créé en 2010 pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes en France, et elle se rattache au courant de ce qu'on appelle les neurosciences critiques et du neuroféminisme, avec des personnes comme Cordelia Fine ou Rebecca Jordan-Young, avec qui elle collabore avec elle dans différents types de réseaux. Voilà. Et la plasticité cérébrale occupe une place centrale dans la pensée de Catherine Vidal, qu'on a aussi rencontrée et interviewée. Et en fait, elle fonde l'essentiel de son approche constructiviste sur ça, notamment pour réfléchir sur le genre et les inégalités de genre. Mais ce qui fait la spécificité de sa démarche, c'est que ça réside dans son engagement à promouvoir celle-ci de la façon la plus large possible. C'est pas ce qu'elle dit qui est original, parce qu'en fait, elle dit des choses qu'on a déjà largement indiquées, mais en fait, elle emprunte les canaux de l'édition de la plus grande diffusion, aussi de l'éducation populaire. En 2010, aux éditions Le Pommier, qui est une édition de vulgarisation très grand public, elle publie un livre de petit format, donc destiné à un très large public, consacré à la plasticité cérébrale, qu'elle décrit comme cette extraordinaire propriété du cerveau qui se façonne au gré de l'histoire vécue. Et elle reprend tous les thèmes qu'on a déjà traités, et notamment, elle critique le localisationnisme et l'idéologie déterministe. Donc en présentant ça comme quelque chose d'absolument révolutionnaire et qui va donc être un progrès et une critique des théories fixistes du cerveau. Et elle conclut notamment par une formule emblématique de la version, disons, très étendue de la plasticité qui est en circulation désormais dans l'espace public. Voilà, rien n'est jamais figé, ni dans le cerveau, ni dans les idées. Et ça, c'est quelque chose qui va véritablement prendre de l'ampleur dans le sud de la décennie, parce que quelques années plus tard, elle publie chez Belin, qui est un autre éditeur plutôt grand public, spécialisé un peu scolaire, Nos cerveaux, tous pareils, tous différents, dans une collection qu'elle co-dirige dans le cadre d'un partenariat avec le laboratoire de l'égalité. C'est un ouvrage qui est toujours très court, ce n'est pas les gros essais de Lee Jacob ou les essais incompréhensibles de Catherine Malabou, c'est quelque chose qui est vraiment destiné à un public large. Et donc, c'est un livre qui fait 60 pages environ, alors un peu grand format comme ça. Il y a quelques références bibliographiques en français et en anglais pour faire scientifique, mais c'est une sorte de synthèse des différents thèmes d'intervention publique qu'elle réalise depuis une dizaine d'années.
Le livre a 5 chapitres. Le premier, c'est sur les différences entre filles et garçons, et le deuxième, c'est sur l'évolution permanente du cerveau permise par la plasticité cérébrale. Et elle reprend dans ce chapitre tous les propos tenus dans l'essai précédent, avec un leitmotiv qui est le leitmotiv, disons, antifixiste que j'ai déjà évoqué. Le devenir de nos neurones n'est pas inscrit dans le programme génétique, etc. Et ça déboule sur un discours, disons, humaniste, politique, très général, vivre sa différence, etc. Voilà. Elle a une grande visibilité médiatique et institutionnelle, qui d'ailleurs lui attire des inimitiés de la part de la communauté scientifique. Certains la critiquent assez vertement en disant qu'en gros, elle ne fait que formuler des truismes et qu'elle exagère la marge de transformation permise par la plasticité cérébrale. D'ailleurs, ils s'en prennent aussi à la plasticité cérébrale en tant que mode en général. Mais le fait d'être prise pour cible par certains de ses pairs révèle aussi un peu son statut spécifique dans le paysage public, et plus que son interprétation de la plasticité, qui ne diffère pas énormément de d'autres interprétations en circulation, ce qui semble déclencher la polémique, c'est qu'elle est inscrite dans un propos ouvertement politique féministe, fortement exposé, aussi du fait de la médiatisation croissante de ces questions en France au cours de la dernière décennie. Et ce qui la distingue aussi, c'est qu'en fait, elle s'exprime sur une scène qui lui permet d'atteindre des publics sans doute très très vastes et très diversifiés, plus que ceux de Catherine Malabou ou Alain Prochian. Elle est la chercheuse dont le nom est le plus cité dans le corpus de presse dont je vous ai parlé tout à l'heure, au début. Et l'une de ses interviews sur la plasticité cérébrale, donnée en 2013 à l'hebdomadaire catholique La Vie, figure cette année parmi les 15 vidéos les plus visionnées sur le thème de la plasticité, en tout cas les vidéos YouTube francophones, avec plus de 25 000 vues. Et donc, si vous avez le temps de lire la citation, en fait, vous voyez qu'elle confirme, elle accentue la teneur humaniste et porteuse d'espoir de son message. Elle célèbre le libre arbitre neurobiologiquement garanti, et même dans la suite de l'interview, elle va vers des prolongements politiques très appuyés contre certains projets gouvernementaux de gestion des enfants difficiles qui avaient déjà provoqué des virulents débats en France dans les années 2000. Donc en fait, elle a un style très offensif qui a aussi pour conséquence, qui n'est d'ailleurs pas toujours aperçu par ses détracteurs, d'installer encore davantage la présence des neurosciences dans le monde intellectuel et dans l'espace public en proposant une version engagée, version de gauche, si vous voulez, de neurosciences dans l'espace public, dans lesquelles peu d'intellectuels, peu de chercheurs en neurosciences s'étaient véritablement investis depuis que ça a émergé dans l'espace public depuis les années 80. Et donc en fait, en gros, l'arrière-plan maintenant est un petit peu le même, et ensuite ils peuvent s'insulter par colonnes interposées. Mais disons, l'arrière-plan maintenant, c'est un arrière-plan neurobiologique pour parler de la liberté, etc. Alors, je vais terminer sur une interprétation générale de 4 façons de promouvoir la plasticité. Alors, avec juste peut-être 2... Tu as besoin de combien de temps pour conclure? Oh, c'est bon, t'inquiète. Ouais, tu me dis. Vas-y. Okay. Alors, premièrement, juste combien? Ouais, 3 remarques. L'importance du concept dans l'espace public doit être apporté au débat sur le fixisme, le localisationnisme, entre l'approche neurologique, l'approche biomoléculaire, toutes ces choses-là qui ont été agitées dans l'espace public dans les années 80-90, avec donc tous ces travaux dont Baptiste a parlé sur la régénération neuronale, la récupération post-traumatique, la mémoire, l'apprentissage. Tout ça aboutit à l'application de plus en plus élargie du terme plastique ou plasticité aux phénomènes cérébraux. Et cet emploi polymorphe s'est accompagné d'une diffusion de plus en plus vaste du nombre de phénomènes associés au terme, et donc du nombre d'espaces sociaux qui étaient potentiellement concernés. Et la multiplication des espaces, c'est un peu notre hypothèse quand même, a entraîné celle des usages, des significations, mais aussi sans doute peut-être du fait de la polysémie originelle du terme, sur lesquelles ont ensuite proliféré les interprétations secondaires. Deuxièmement, l'émergence du concept dans l'espace public se produit dans un contexte où les conceptions déterministes, fixistes du cerveau étaient quand même, alors peut-être pas, sinon dominantes, en tout cas très visibles en France. Et l'importance culturelle de la plasticité cérébrale, selon nous, c'est aussi que ça a changé l'image culturelle et sociale des neurosciences par rapport aux dernières décennies du XXe siècle, et que ça les a réconciliés, comme je disais tout à l'heure, avec des positions accordant davantage d'importance aux facteurs historiques, aux facteurs socioculturels dans l'analyse des comportements. Et en termes idéologiques, ça s'est manifesté par un intérêt marqué non seulement des courants de gauche sensibles à la preuve de l'influence du milieu sur les destins sociaux, mais aussi des courants libéraux, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour lesquels la plasticité semble justifier aussi leur conception de la liberté ou de l'adaptabilité individuelle. Voilà. Donc ça, c'est... voilà. Et troisièmement, l'une des caractéristiques majeures des évocations publiques de la plasticité est d'associer à la notion de plasticité des connotations morales et politiques qui ne sont pas forcément sensibles dans la littérature scientifique, la notion d'espoir, dont j'ai déjà parlé, la notion de volonté aussi, qui est très
je veux dire, dans la littérature scientifique, la notion de volition n'est pas super évidente, alors que là, voilà, on peut modifier son cerveau grâce à un projet, etc. La notion de liberté, évidemment, et puis en filigrane aussi la notion d'autonomie, même si ce n'est pas toujours explicite. Alors, ce qu'on retient, c'est que c'est une forme particulièrement riche d'un point de vue symbolique, qui est aussi une sorte de métaphore conceptuelle, qui est révélatrice de la vision du monde et de la vision du monde social et des aspirations d'une multitude d'agents sociaux. Et en gros, il y a 4 grands axes qui nous apparaissent comme étant, disons, portés, enfin que la plasticité aide à justifier dans l'espace public. Vous avez un axe psychologique où en gros la plasticité est utilisée pour parler dans des discours sur la subjectivation. La plasticité, c'est le mécanisme par lequel l'individu devient singulier. Alors vous avez François Ansermet qui a fait des théories là-dessus, Catherine Malou évidemment, et puis aussi, alors il y a aussi un autre terrain qu'on a pratiqué, c'est des terrains de vulgarisation, notamment des expositions autour du cerveau. Et par exemple, si vous allez à Londres et que vous allez à l'exposition permanente Who Am I du Museum of Science, il y a un bloc qui est consacré à la plasticité, et c'est vraiment présenté comme une caractéristique essentielle de l'individu qui sert à, disons, constituer l'identité personnelle. Voilà, ça c'est l'axe psychologique, donc qui est très diffusé. Après, vous avez un axe humaniste sur lequel je ne vais pas revenir, qui est donc, par exemple, exemplifié par Catherine Vidal, mais aussi par Paul-Marie Liédot, d'une certaine façon. Voilà, de la part d'intellectuels ou d'artistes aussi, pas mal de gens de théâtre, dont d'ailleurs un artiste belge qu'on a interviewé l'année dernière, qui s'appelle Yvain Juillard, qui a fait une pièce de théâtre autour de ça, qui s'appelle Cérébrum, qui donc en fait, là, sont des intellectuels ou des artistes qui sont préoccupés par l'état de la société, qui n'est pas dans un état génial, et ils sont désireux de proposer les fondements d'une nouvelle philosophie de l'individu dans une période qu'ils estiment incertaine. Et donc, la plasticité, c'est quelque chose qui peut fonder, d'un point de vue réaliste, scientifique, leurs revendications. Ensuite, il y a un axe politique. Alors là, on va un petit peu plus, disons, la plasticité est régulièrement mobilisée dans des discours qui sont, disons, au sens d'intervention dans la cité. Et là, il y a 2 options qui se dégagent. Soit une option, disons, d'inspiration réformiste, qui entend délivrer des conseils, voire des outils pour améliorer l'état des choses existantes, que ce soit le système socio-économique, le système éducatif surtout. Alors c'est souvent des chercheurs, des médecins, et en France, l'une des personnalités les plus visibles à ce niveau-là, c'est Stanislas Dehaene, dont les théories autour de la lecture, dans le cadre de ses travaux sur l'apprentissage, s'appuient beaucoup sur la notion de plasticité, et qui ont ensuite inspiré la politique éducative de Jean-Michel Blanquer, dont Baptiste a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer a nommé Stanislas Dehaene à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale en 2018, et d'ailleurs, il est toujours à cette place. Et sinon, d'un point de vue politique, vous avez aussi l'argument de la plasticité qui peut être évoqué pour appuyer des positions beaucoup plus critiques, féministes, mais pas que. Et ça, donc, ça peut être le cas chez Catherine Vidal ou chez Catherine Malabou. Là, c'est une citation que je tire d'une exposition auquel elle a participé en Italie l'année dernière, organisée par la Fondation Prada, qui était sur le cerveau aussi, où donc elle parle de la plasticité, mais dans un sens beaucoup plus explosif. Si vous avez lu la citation. Et enfin, il y a un axe plutôt philosophique esthétisant, où on va retrouver aussi Catherine Malabou, mais en fait, c'est un registre, disons, où ce sont des discours qui endossent une forme de postmodernisme, qui s'inscrivent dans une perspective mettant radicalement en cause notre rapport à la réalité, sans que ça débouche nécessairement, d'ailleurs, sur des enjeux très concrets. Mais on retrouve ce type de posture, ou ce type de position chez donc quelqu'un comme Alain Prochian, dans son travail avec Jean-François Perret, où la plasticité serait la preuve que la vie est un changement perpétuel et que ça entraînerait la remise en cause de toute idée de normes, que ce soit en termes moraux ou comportementaux. Et donc là, on retrouve le thème de la nature que j'évoquais tout à l'heure. C'est une conclusion qui permet de revenir sur une typologie, sur la manière dont les sciences sociales se sont emparées de cette question-là, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus nouveau là-dedans. Enfin, voilà, cette idée que cette notion circule aussi sans doute parce qu'elle est caractéristique de la manière dont les neurosciences permettent aujourd'hui d'expliquer la condition des individus, ou de s'emparer, enfin que les individus puissent s'emparer des discours neuroscientifiques pour rendre compte de leurs conditions. Non, peut-être simplement souligner qu'il y a quand même des manques, des impasses qui disent, c'est que finalement on a peu de moyens, on n'a pas encore trouvé de moyens pour savoir comment est-ce que le tout venant s'empare ou interprète ce concept ou l'utilise. Et qu'effectivement, on a été aussi un peu refroidi par la manière dont les neuroscientifiques, finalement,
eux-mêmes ne l'utilisent pas, donc on se voyait mal ensuite aller voir le tout venant pour lui demander la même chose, avec la peur qu'effectivement l'objet se dilue encore plus dans les discours, et avec cette contradiction qui est que c'est avant tout, et je crois que notre présentation l'a bien montré, c'est avant tout un objet de discours. Alors certes, il y a des pratiques, mais même quand on va dans le fond des pratiques, la notion ressort assez peu. Ou sinon de manière annexe. Bon, très bien. Merci beaucoup. On peut entamer la séquence non, je trouve ça passionnant et en même temps décevant. Non, pas du tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas facile avec cet objet et que vous avez bien appris à la fin. C'est que c'est un terme qui a une présence très forte, alors, au niveau du discours, comme vous l'avez dit, mais aussi en fait au niveau d'une catégorie très particulière d'acteurs, qu'on aurait vu dans d'autres termes des entrepreneurs de morale, hein. C'est-à-dire des gens qui, sur d'un ou de plusieurs des 4 axes que vous avez mentionnés, promeuvent une certaine façon de voir les choses. Et dès qu'on s'éloigne de ça, qu'est-ce qui reste à la fin en amont, parce que ça aussi, ça m'avait marqué lors de la journée que vous aviez organisée et où il y avait une neuroscientifique, je me rappelle. Catherine Belzin, ouais. C'est ça, voilà, tout à fait, qui avait parlé de ce truc de plasticité en disant que c'était un peu un non-événement pour eux, en fait. Donc, voilà, c'était une catégorie qui portait sur un truc assez évident. Personne ne conteste l'aspect dynamique du cerveau, mais à part ça, enfin, voilà, c'est pas porteur. Et alors, effectivement, comme vous le dites, du côté des usagers, on dirait plastique, comment on aurait utilisé d'autres mots, qu'est-ce que ça aurait changé, en fait? Est-ce que... enfin, voilà, ma question, qui est peut-être aussi la vôtre, c'est est-ce que le phénomène se réduit à cet usage discursif par un certain nombre d'entrepreneurs de morale? Est-ce que vous entrevoyez d'autres façons de le faire exister? J'entends bien sur ce terme-là, pas sur les idées Bon. En fait, on a eu beaucoup d'échanges où Sébastien m'envoyait des mails en me disant mais en fait, ce terme renvoie à rien, ou un peu dépité, en même temps s'interroger sur ce qu'on faisait. Jusqu'à des moments où parfois on se demandait s'il avait même un sens pour les neuroscientifiques. Et en fait, moi, c'est ce point-là qui m'interroge le plus, c'est de constater qu'ils peuvent à la fois le déconstruire ou l'affiner, mais l'affiner tellement qu'à la fin, il ne reste plus rien. C'est comme Catherine Belzin l'avait fait avec Antonine, de montrer toutes les formes de plasticité qui pouvaient exister à partir du moment où on parlait de plasticité du cerveau, mais le simple fait que l'organe en lui-même bouge dans la boîte crânienne, est-ce que ça veut dire qu'il est plastique? Enfin, bref, ça allait jusque-là. Mais le fait que ce n'est pas juste, parce que c'est un moment, l'idée est arrivée, que c'était juste un usage métaphorique ou une manière de discuter vers les non-scientifiques, ou de faire passer des idées vers les non-scientifiques. Mais en fait, non, parce qu'en fait, ils l'utilisent aussi dans des situations pour justifier leur pratique et pour afficher des axes de recherche, pour répondre à des appels d'offres, pour dire ce qu'on fait fonctionne parce que on active des réseaux neuronaux, enfin, etc. Et que ça fait sens. C'est autant un langage pour eux qu'un langage pour les profanes qui peuvent l'utiliser aussi pour parler d'eux, de ce qui leur arrive. Donc, moi en tout cas, j'en suis au stade où je sais pas, en fait, je n'arrive pas à attraper ce truc-là, si ce n'est en allant vers toutes ces impasses systématiquement et en disant bah voilà, mais il y a quand même sur ce domaine-là, on peut voir que
ça a une existence, que c'est un concept opératoire. Voilà. Après, c'est vrai qu'en fait, on s'est souvent posé la question de, au-delà du discours, est-ce qu'on est que dans le méta, est-ce qu'on est que dans le discursif? Après, c'est quand même générateur de pratiques, mais c'est vrai que c'est des pratiques symboliques. C'est pour ça que je me suis permis d'insister sur les maisons d'édition, etc. Parce que en fait, il y a toute une production éditoriale. Alors, j'ai pas parlé du développement personnel, mais il y a énormément de choses. Par exemple, j'ai regardé les vidéos les plus consultées sur YouTube, et bon, alors il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec l'éducation, le scolaire, etc. Donc ça, on met de côté parce que ça fait partie des programmes de SVT. Mais sinon, c'est beaucoup de développement personnel, et donc en fait des gens qui ouvrent des cabinets et qui s'appuient sur la plasticité pour vendre leurs services et avoir une relation thérapeutique avec des gens. Ça génère aussi un chiffre d'affaires non négligeable dans une édition de très très grande diffusion. Voilà. Donc ça génère ce genre de pratique. Et par rapport à d'autres entretiens qu'on a eus, notamment, on peut le dire, avec des sociologues qui ont travaillé sur la psychiatrie et la médecine, c'est aussi générateur de pratique dans la relation avec les patients pour justifier certains traitements, etc., comme ce que vient de dire Baptiste. C'est-à-dire que ça joue aussi... soit dans la recherche de subventions, soit dans la recherche de l'instauration d'une relation de confiance avec les patients, dans certains cas. Mais bon, ça, c'est des observations qu'on n'a pas faites, c'est des choses indirectes. On n'a pas effectivement. Si, moi je les ai en psychiatrie, où effectivement. Oui. Non, je pensais à Muriel qui racontait. Oui, justement, enfin, on avait rencontré Muriel Darmon qui a fait un travail sur les pratiques de réhabilitation en neurologie pour des personnes cérébro-lésées. Et justement, on voulait savoir si ce concept-là apparaissait sur son terrain. Et ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, il apparaît dans le cas de consultation où le thérapeute va justifier la pratique en disant, parce que voilà, il y a la plasticité cérébrale et que ce que vous allez faire, ça va agir dessus, etc. Mais qu'ensuite, ça disparaît sur le terrain. Moi, c'est ce que je voyais aussi en psychiatrie, où le concept sert à justifier la pratique quand les chefs de service vont présenter la pratique. Et c'est quasiment la première diapo, de dire on va agir sur la plasticité, j'y arriverai toujours pas. On va agir là-dessus, et c'est pour ça que ça marche. Donc voilà, donc laissez-moi vous présenter ce qu'on fait. C'est l'argument, c'est le concept, qui est suffisamment connu, compris, pour que ça fasse effet. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc c'est pas juste un concept qui circule et qui est réapproprié pour valoriser une conception du vivant. Bon, on en parlait tout à l'heure, les textbooks sur les neurosciences, les volumes de Campbell, je ne sais plus en quelle année, entre telle édition et l'édition suivante, on n'en parle pas. L'édition suivante, il y a une entrée dans l'index, et puis l'édition d'après, 3 ans après, il y a 50 entrées. Il y a plasticité de la mémoire, plasticité motrice, etc., ou un chapitre en entier. Il y a quand même des signes du fait que le concept est utilisé et sert à décrire quelque chose. Et après, il y a un truc que là, tu n'as pas présenté, mais quand tu as travaillé sur la textométrie, il y a aussi des éléments qui ressortent où on voit qu'effectivement, il y a des personnages médiatiques qui ressortent, mais il y a aussi effectivement des conceptions, des sens valorisés qui apparaissent. Donc il se passe quelque chose, et c'est mesurable, c'est quantifiable. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à la question? Oui. On a répondu qu'on ne sait pas répondre. Et après, par exemple, moi, c'est un truc que j'avais rencontré quand sur d'autres recherches, où je m'intéressais à la façon dont des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques intègrent les explications neuroscientifiques. Voilà, des recherches qui avaient émergé début 2000, où effectivement on était un groupe de chercheurs qui se disaient, voilà, effectivement on voit qu'en psychiatrie, les explications neuroscientifiques apparaissent de plus en plus. On voit les associations de malades qui utilisent les neurosciences pour expliquer les conditions. Est-ce que ça a un effet? Est-ce que ça se répercute au niveau individuel dans le discours des personnes? Et en fait, il y a toujours un truc un peu
un peu. Enfin, c'est la réappropriation qui est tellement plastique qu'en fait c'est dur à attraper et que là on n'a pas été sur ces terrains-là parce qu'on sait que finalement on ira vers une impasse qui est que les gens diront bah oui je connais le concept, je sais ce que c'est, ça fait sens, mais c'est pas le premier terme qui va arriver pour expliquer les choses. Quand bien même ils tourneront autour, quand bien même ils développeront des idées qui seront en lien avec les sens, les valeurs que porte le concept et qui circulent dans la presse ou dans les ouvrages de vulgarisation ou dans les ouvrages scientifiques. Il y a une question qui se pose aussi via Gérardo, qui demande dans quelle mesure vous aurez connaissance d'une recherche similaire à la vôtre dans les champs scientifiques anglo-saxons ou germanophones. Parce qu'on a bossé dans d'autres contextes linguistiques et géographiques sur cette notion de plasticité. Ou est-ce que vous auriez remarqué je sais pas, une particularité, par exemple, à la française ou à la franco-belge ou à la francophone de façon générale, la place particulière que prend cette notion dans le monde anglo-saxon, enfin, si on prend je vais dire les manuels, mais le bouquin de Rose et Abi Rached sur les neurosciences, si on prend le dernier qu'il a fait avec des Fitzgerald sur le cerveau urbain, c'est Neuropolis, Brain, Neuropolis, je sais plus. Si on prend tous les ouvrages collectifs sur les neurosciences critiques, etc., c'est systématiquement un chapitre ou un thème qui revient parce qu'effectivement, il y a une observation du fait que le concept est utilisé dans de vastes domaines. Après, tel qu'on le fait, non, pas du tout. Et justement, on a essayé de faire autre chose. C'est-à-dire que des chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent à ce concept, il y en a beaucoup. Mais généralement, c'était ma conclusion en fait. Mais il ne s'intéresse pas à déconstruire le terme ou le concept lui-même, hormis Tobias Rhys, mais qui le fait d'une manière très, très, très partisane, on va dire, ou où le fait que le concept soit mobilisé, c'est pour eux une manière d'interroger les recouvrements du biologique et du social dans les politiques publiques, dans les manières de gouverner les individus, etc. Ou alors l'épistémo, histoire des sciences. Ouais, voilà, où il y a épistémo, histoire des sciences, mais il n'y a pas de... Est-ce que les sciences sociales anglo-saxonnes se sont intéressées au concept ou au fait que ce concept soit omniprésent? Oui. Est-ce qu'ils font la même chose que nous, enfin, avec les mêmes méthodes, etc.? Non, enfin, pas à ma connaissance. Non, ce qui me frappe dans les différents usages de ces entrepreneurs de morale, pour le dire rapidement, c'est que la plasticité est prise dans une même tension que celle qu'on peut repérer à propos de l'autonomie et sur laquelle on a pas mal travaillé dans le cadre du projet LRC. C'est qu'on n'est pas au clair si la plasticité c'est une sorte de toujours déjà là, ou si c'est quelque chose qui est à acquérir, qui est conditionnel ou conditionné à certains contextes. C'est les deux. C'est tout ça. Oui, je veux dire, évidemment, c'est tout ça et on comprend bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de qui le dit et dans quel contexte et pour influencer quelle politique publique ou quelle pratique concrète, on aura plutôt tendance à insister sur l'un ou sur l'autre. Par exemple, dans la dimension esthétisante ou alors psychologique, là, j'ai l'impression qu'on aura tendance à insister sur le fait que c'est une caractéristique absolument fondamentale de l'humain, alors que des Dehaene ou d'autres personnes auront dans quelque chose que s'il n'y a pas les conditions environnementales qui sont présentes, de cette plasticité, on risque de ne pas la développer. C'est Macron aussi, c'est ce que Macron du début. Exactement. Et du coup, ça me faisait penser, donc on a bien compris que tout ce qui rassemble quelque part ces usages, c'est l'ennemi commun qui est le fixisme. Quoi. Ça, tout le monde est d'accord. J'ai pas compris, mais je me demandais dans quelle mesure est-ce que, voilà, s'il y a des liens, tu as un peu parlé de génétique et puis génétique, etc. Comment
est-ce que certains de ces auteurs, ces entrepreneurs de morale, entrent ou pas en dialogue avec des gens qui, par exemple, font de la génétique comportementale? Je pense aux travaux notamment de Pauline Plomin, qui a aussi un peu ce statut d'entre-deux, c'est-à-dire scientifique bien installé, etc., puis qui après produit toute une série de bouquins grand public. Je ne parlerai pas aussi bien que toi de maisons d'édition, etc., mais c'est voilà, cette idée de comment le cerveau fait qui nous sommes et dit qui nous sommes en quelque sorte. Et je trouve que chez lui, on retrouve à la fois cette tension et une manière de prétendre la résoudre entre la plasticité à acquérir et la plasticité toujours déjà là. C'est-à-dire qu'en gros, à travers son idée de soi génétique, du génétique self, chaque individu est prédéterminé à environ 50% dans son intelligence, etc. Mais à côté de ça, ça veut dire qu'on a encore 50% sur lesquels on peut agir. Sauf que, en gros, ce qu'il dit et les controverses dans lesquelles ça fait rentrer, c'est que ces 50%, on ne sait pas dire exactement quels sont les déterminants. On croit que c'est l'éducation, on croit que c'est la façon dont les profs, les profs, mais ce n'est pas forcément ça, ça peut être des événements de vie, etc. Et en fait, je repense aux travaux de Stanislas Morel, et notamment la présentation qu'il avait faite chez vous, l'article qu'il avait écrit dans le bouquin chez vous. La façon dont génétique self, épigénétique ou plasticité cérébrale sont utilisées dans le cadre de politiques publiques ou de conduite de l'intervention professionnelle. Et c'est pas un lien avec la présentation qu'Albert nous avait fait à l'époque sur les rites de délégation. C'est-à-dire que c'est une façon de justifier des formes de distribution de responsabilité dans certains contextes où des personnes interviennent sur d'autres personnes. Vous voyez, par exemple, comment les profs doivent fonctionner, comment les parents doivent fonctionner. Et là, je suis vraiment frappé de voir à quel point, à certains moments, on va, dans le cas du personnage de l'enfant, appuyer sur le fait que de toute façon, l'enfant, il est plastique, il a ses compétences, il est indéterminé, etc. Et à d'autres moments, ou dans d'autres circonstances, on aura, plutôt à la Macron, tendance à appuyer sur le fait qu'on le met très clairement en danger, ou on met très clairement cette plasticité en danger, si on ne dispose pas toute une série de tuteurs environnementaux autour de lui. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça fait sens, cette idée que la plasticité cérébrale et la façon d'appuyer sur le côté plutôt déterminé ou plutôt complètement open s'enclenche avec ces contextes d'affliction de responsabilité. Enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à ta question, mais ce qui est certain, c'est qu'au sein même des apôtres de la plasticité, tu as différents courants, différentes écoles, avec des gens qui vont dire qu'elle est plus ou moins contrainte, plus ou moins encadrée, plus ou moins libre, etc. Et à la limite, dans toutes les personnes qu'on a évoquées, je dirais, par exemple, quelqu'un comme Malabou va te dire que c'est complètement ouvert, etc., alors que quelqu'un comme Dehaene va dire qu'en fait, c'est contraint en partie du fait du programme génétique et qu'en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il va même critiquer les personnes qui sont au contraire apôtres d'une plasticité maximale, en disant, en fait, non, c'est pas l'histoire de la feuille, comment on appelle ça, l'ardoise vierge, là, la feuille blanche. Ouais, voilà, la feuille blanche. Donc lui, il est critique de cette approche-là de la feuille blanche en disant qu'il ne faudrait pas que la plasticité en fait, soit une nouvelle version de la feuille blanche sous nouvelle terminologie. Il le dit très clairement dans les neurones de la lecture. Et puis les gens qui travaillent autour de lui, je sais pas, quelqu'un comme Ramu, d'une certaine façon. Voilà. Et puis l'autre côté, effectivement, des gens qui vont... Alors, ce n'est pas exactement la dichotomie que tu indiques, je crois, entre le déjà là et le... Oui. Mais en fait, dans la façon dont Pauline Plomin est utilisé par certaines... Enfin, ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'a priori, et c'est un peu l'argument de Morel, hein, ah ben non, les neurosciences ne sont pas pro-autonomie parce qu'elles ont un discours qui insiste sur toute une série de déterminismes en amont. Alors pourquoi est-ce que ça plaît quand même, ce discours-là? Alors, évidemment, parce qu'il est aménagé, c'est 50% déterminé, et 50% on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est aussi, je pense, parce que ça rentre en résonance avec une idée des valeurs beaucoup plus large qu'on n'arrête pas de répéter, c'est que chacun a une personnalité et que chacun doit découvrir qui il est, en quelque sorte. Et dans
le discours en fait assez déterministe qu'on va trouver chez Plomin. Il y a l'idée, je ne sais pas dans quel lui utilise ou pas cette terme de plasticité, mais que plus on avance en âge, plus cérébralement on devient la personne qu'on est réellement. Et donc, quelque part, on est de moins en moins sensible à toute une série de choses, mais c'est pas vu comme une sorte de déterminisme ou d'encroûtement ou je ne sais pas très bien quoi. C'est vu comme nous permettant de nous rencontrer enfin, nous qui en est, ce qui bien sûr est en phase avec toute une série de trucs sympathiques qu'on a envie d'en faire. Mais ça m'évoque deux choses. C'est un discours qui tourne autour de la plasticité, le fait qu'une partie de nos capacités ou de nos régions cérébrales sont plastiques, mais pas toutes. Il faut de la stabilité quoi qu'il arrive. Alors notamment, ça va être les fonctions motrices fondamentales. Elles sont très peu plastiques parce que sinon ce serait le bazar. Enfin, il faut qu'il y ait un des interviewés disait le cerveau il est quand même conservateur. Il faut que les choses restent quand même relativement figées pour qu'on ne soit pas constamment en train de se suradapter aux moindres stimuli qui arrivent. Mais il y a des marges. Selon certaines capacités, selon certaines fonctions, il y a des marges. Et après, l'autre point là, en t'écoutant, c'est le travail de Victoria Kisteler, alors qui est vraiment sur plasticité, neurosciences et critique des idéologies néolibérales, notamment autour de la parentalité, de l'éducation, etc., mais qui est un discours alors, qui est vraiment post-Malabou, qui est de dire qu'en fait, ces programmes ou ces idéologies visent enfin, espèrent en tout cas pouvoir mobiliser les capacités plastiques des individus, des enfants pour améliorer leurs conditions. Mais que finalement, il y a l'autre face qui reste relativement invisible, alors au-delà du fait que ça écrase, ça fait disparaître les différences socio-économiques, peu importe, puisque le cerveau est plastique, en fait, on peut se débarrasser de tout ça, mais qu'en même temps, il y a un autre discours derrière qui est de totalement individualiser aussi et de totalement décharger sur les parents le fait que ça dépend d'eux, en fait. C'est que certes, l'école, c'est important, certes, il y a des structures publiques pour aider à ça, mais qu'in fine, il s'agit de décharger ces structures pour tout confier dans les mains soit des enfants, soit des parents eux-mêmes pour ça. Ce sont des discours à double tranchant. Et je dis ça pour dire que, en fait, on le trouve aussi chez les neuroscientifiques et dans les sciences sociales, cette idée que cette notion de plasticité, et c'est ce qu'on voyait chez Malabou au bout d'un moment où en fait on peut critiquer la plasticité, et que finalement, comme fondamentalement d'un point de vue des mécanismes cérébraux, on ne sait pas exactement de quoi on parle et on en arrive toujours à ça. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'une fois que les neurosciences ont résolu le problème, surtout pas. Il ne s'agit pas de dire qu'une fois que les neurosciences ont identifié les mécanismes, les questions se régleront d'elles-mêmes, que la science va nous éclairer, mais plutôt de dire qu'il y a une forme de méconnaissance qui entretient en fait les usages aussi de ce concept. Et c'est pareil autour des débats autour de la neurogenèse. On voit bien en fait en discutant avec les neuroscientifiques que pour certains d'entre eux, la neurogenèse, c'est un truc compliqué à concevoir. Tant que ce ne sera pas effectivement démontré, le fait qu'on puisse amener des nouveaux neurones dans un système qui a priori doit rester relativement stable, c'est pas non plus un système qui peut se régénérer en permanence, parce que c'est pas pensable, en tout cas tel que le cerveau est conçu. Ça peut pas fonctionner. Et c'est là qu'on a vu ce neuroscientifique, tu avais oublié, mais qui avait fait cette comparaison avec les pratiques d'évaluation des unités scientifiques. Oui, c'est vrai. Il nous disait, là, l'année dernière, on a eu l'évaluation scientifique de nos équipes de recherche. Il dit, c'est ça la neurogenèse et c'est ça la plasticité synaptique. Est-ce que
pour créer de l'innovation et pour créer du mouvement? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on bouge les chercheurs d'équipes, qu'on bouge les équipes pour qu'en fait créer de nouvelles connexions et créer de nouveaux trucs? Ou est-ce que non, il faut en virer certains, il faut en faire venir de nouveaux, et puis ça va créer de la nouveauté, ça va créer du mouvement, et voilà, c'est ça la plasticité cinétique et c'est ça la neurogenèse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Peut-être juste pour ramener cette anecdote, mais j'avais une idée à la tête, mais j'ai oublié. Alors, attends, le temps que tu réfléchisses, l'idée de devenir ce qu'on est, ça c'est quelque chose moi que j'ai retrouvé, alors c'est plutôt dans des textes, hein, mais il y a un accent presque existentialiste, biologisé en fait. Hein. C'est en fait, mais c'est pas peut-être avec l'idée qu'il y a quelque chose qui était là et qu'on va se découvrir. Hein, mais il y a un aspect beaucoup plus volontariste, il me semble, dans ce que j'ai pu lire et même Prochian, c'est ça. de s'inventer quoi. Prochian, Malabou, puis d'autres, enfin dans la presse aussi. Ensuite, il faut voir les commentateurs qui, comment dire, réduisent l'argument jusqu'à l'os quoi, et qui est voilà en fait je décide de ce que je suis, quoi, grâce à la plasticité. Et c'est moi, existentialisme, c'est un truc que j'ai sorti, enfin, je discutais avec des gens en Allemagne un mois de mai à l'occasion d'un colloque, et en fait, ça leur semblait évident, en fait, de l'extérieur, comme je le représentais. Et voilà. Prochian le dit texto, hein, il dit la plasticité, c'est l'adaptation, mais c'est pas l'adaptation au niveau de l'espèce, c'est l'adaptation au niveau individuel. On s'invente soi-même. C'est beau. C'est l'adaptation par individuation. Et après, il dit on n'a pas envie de se faire individuer par le premier crétin venu. C'est ce qu'il a dit, oui. Je rejoins totalement ce que tu dis, Nicolas. J'avais rencontré ce concept de plasticité cérébrale dans la recherche que j'ai faite avec Christophe Souza et Thomas Jarmet sur la reconfiguration, la prise en charge de l'autisme chez les petits-enfants. Là-dessus, ce concept permet de justifier de la scientificité de certains praticiens plutôt que d'autres, ici évidemment ceux issus des TCC plutôt que des psychanalystes, avec une utilisation paradoxale de la plasticité cérébrale. À la fois l'affirmation qu'elle a lieu tout au long de la vie et l'affirmation qu'il faut agir le plus vite possible dès 18 mois dans l'autisme, parce que c'est là que qu'est la plasticité cérébrale et qu'il faut donc saisir cette fenêtre d'opportunité au plus vite. Yeah. Moi, je voulais faire un partir du terrain que je fais sur le coaching scolaire. Donc, j'étais dans un entretien avec des coachs qui interviennent dans des écoles pour la plupart. Donc, c'est moins un marché indépendant qui interviennent en dehors de l'école. Ce sont des établissements qui recrutent des coachs pour travailler avec des élèves en difficulté scolaire. Ça, c'est le premier. Je m'attendrais donc, en faisant mes entretiens avec eux et en observant leur pratique, je m'attendais à ce qu'ils me mobilisent les neurosciences et qu'ils me parlent de plasticité cérébrale, etc. Et en fait, pas du tout. Et ça m'a beaucoup surprise parce qu'en fait, en les interrogeant sur les formations en coaching qu'ils avaient suivies, bon, je précise que la plupart d'entre eux sont des enseignants ou des ex-enseignants. C'est important. Oui. Pour expliquer peut-être cette singularité. Et donc, dans les formations qu'ils ont suivies, ils ont eu effectivement dans la formation, il y avait aussi le b.a.-ba des neurosciences cognitives. Et là, hein, c'est comme vous l'avez dit, la première DIA, la plasticité cérébrale. Donc ça, ils m'ont dit. Mais en fait, dans leur discours sur leur pratique, dans les justifications qu'ils invoquent, pourquoi ils ont choisi d'être coach et de renoncer à leur métier d'enseignant. Et dans les observations que j'ai faites de leur pratique, ils ne parlent jamais de plasticité cérébrale. En revanche, quand ils s'adressent en tout cas aux élèves, puisque ça j'ai beaucoup observé, j'étais très surprise par le discours qu'ils tiennent sur le fonctionnement du cerveau, qui est effectivement extrêmement déterministe et fixiste. Donc il n'y a pas du tout, dans leur discours, en tout cas, quand ils mobilisent pour parler à l'élève et lui expliquer comment il doit étudier, etc., c'est toujours parce que ton cerveau, il veut ça, et il attend ça, etc. Et c'est un cerveau qui est très raide, en fait, très rigide. Donc ça m'étonne vraiment beaucoup.
de les entendre évoquer. Bon, parfois, c'est avec des jeunes élèves, mais même quand c'est avec des plus grands, et même avec des adultes. Et en fait, là où je vous rejoins, c'est de vous dire que les neurosciences, c'est la première d'IA. Et en effet, c'est une manière de donner un peu de légitimité scientifique à leur métier de coach, pour le distinguer de celui d'enseignant. Ça ne va pas au-delà de ça. Mais ce qu'ils utilisent, en revanche, c'est énormément d'autres outils. Et donc, c'est extrêmement important ce volet pragmatique du coach. Ils parlent de leurs outils, et leur boîte à outils, et j'adore parler de leurs outils, etc. Et ils donnent des outils, et des outils, les élèves, les enseignants. Ça, c'est la solution vraiment miracle. Et alors, c'est le mind mapping, le sketchnoting, etc. Ils utilisent tous les mêmes outils. Et ce qui mobilise énormément, et là, ça renvoie, et c'est très contesté par les scientifiques, si j'ai bien suivi les controverses et les débats. Mais en revanche, ils s'appuient tout le temps là-dessus, c'est sur la PNL. Ouais. Là, c'est vraiment, et alors les fameux profils d'apprentissage, les kinesthésiques, les auditives, etc. Ça, vraiment, ils sont à fond là-dedans. Et ils sont convaincus que c'est aussi la solution miracle pour outiller les enseignants, c'est la PNL. Et ils ne font pas beaucoup référence à des entrepreneurs de morale comme Dehaene, etc. En revanche, c'est dans les documents des décideurs politiques qui sont en train de réformer l'école et de réécrire les référentiels de compétences et les programmes scolaires. Là, j'ai été surprise. Donc, les décideurs, là, eux, mobilisent énormément les neurosciences pour justifier pourquoi il faut réformer les compétences, les seuils de compétences, etc. Et là, c'est les neurosciences. Donc là, je vais un peu dans ton sens, Nicolas, c'est vraiment un discours qui est mobilisé préférentiellement dans la scène publique et entre les entrepreneurs de morale et les décideurs politiques qui, eux, sont très friands du discours comme Blanquer, etc. On réforme l'école et on réforme la formation initiale des enseignants sur base d'une evidence-based education, des neurosciences. Et donc, mais les coachs scolaires, à part les premières d'IA de leur formation, ne mobilisent pas les neurosciences et ne parlent pas de plasticité. Moi, ça ne m'étonne pas, mais je ne sais plus qui était ce philosophe qui disait, alors c'était dans les années 80 ou 70, que 90% de la psychologie universitaire, c'est du bon sens. Mais là, il y a un peu de ça aussi. Quand c'était Macron qui dit il faut agir sur la plasticité cérébrale parce que tout se joue avant 6 ans. On n'a pas besoin des neurosciences pour savoir ça, en fait. On n'a pas besoin de savoir qu'il faut faire attention à l'environnement et à la nutrition des enfants si on veut qu'ils évoluent bien. C'est pas étonnant que des éducateurs, que des enseignants n'aient pas besoin de mobiliser les neurosciences pour comprendre ça, ou de manipuler ces concepts pour comprendre ça. Mais voilà, c'est à quel moment est-ce qu'effectivement ces savoirs-là, ces concepts-là sont mobilisés. Ça peut être intéressant d'aller voir ces instants-là. Mais quand ça relève en partie de bon sens, les neuroscientifiques le disent eux-mêmes. Oui, le cerveau apprend, il s'adapte et il se modèle en fonction. Moi, ce qui m'avait un peu perturbé, c'est qu'en fait, j'ai trouvé dans les... alors, moi, c'est des vidéos que j'ai regardées de développement personnel où il y avait exactement le même genre de ce que vous décrivez, c'est-à-dire ça sert à introduire, à justifier ce qui va sortir derrière, et des conseils, effectivement, de bon sens, enfin, des choses. Et en fait, moi, j'avais trouvé exactement la même chose quand j'avais travaillé sur le cerveau reptilien. Où c'était exact, et j'avais fait un terrain. Ouais, je travaillais là-dessus un peu. Et où, pareil, j'avais suivi des formations de médiation, etc. Où en fait, il y avait une première diapositive sur le cerveau reptilien. Alors, moi, ce qui me troublait, c'est que le cerveau reptilien, on sait que neuroscientifiquement, c'est faux.
Tandis que là, la plasticité, a priori, c'est quelque chose qui est, même si c'est nébuleux, etc., c'est quelque chose qui existe. Mais à l'arrivée, en fait, l'usage et la fonction du référent neuroscientifique dans le discours du coach, parce qu'en l'occurrence, moi aussi, c'était des coachs, en fait, ça renvoie à ce que vous racontez. Donc, ça faisait écho à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on travaille sur des choses qui sont pas que liées à la plasticité. Il y a sans doute un cadre plus général qui a peut-être déjà été élaboré par plein d'auteurs éminents, mais sur lequel on peut peut-être apporter quelque chose. Et après, il me semble que ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, par rapport au cadre, en gros, éducatif, qui, eux, ont besoin des neurosciences pour, en gros, justifier et abonder leur truc, c'est qu'il est important peut-être de cartographier, vraiment faire de la sociologie fine. Il y a des espaces sociaux où c'est très important que ça soit affiché, parce que ça sert et ça a des effets. Pareil pour en France, dans certains cercles académiques, les inspecteurs académiques, etc. Il y a sans doute des choses aussi. Et à d'autres moments, c'est peut-être moins nécessaire. Et dans certains milieux, ça ne porte pas du tout. Dans les milieux très populaires, l'importance de la présentation des neurosciences ou d'une psychologie cognitive, etc., ne va pas du tout avoir la même portée. Il y a eu des études qui ont été faites sur la psychologie. L'introduction de la psychologie, des connaissances psychologiques dans certains groupes professionnels, alors je ne sais plus si c'était la police ou quelque chose comme ça, où en fait ça mordait pas autant, quoi, ou c'était pas aussi légitime. Et ça, c'était lié aussi à la composition sociale des groupes auxquels ça s'adressait. Donc aussi, il y a cette nécessité-là, peut-être d'arriver à cartographier sociologiquement, vraiment, enfin faire de la sociologie, quoi. Les lieux ou les zones dans lesquelles c'est vraiment important, quoi. Il me semble que dire que c'est plutôt à un niveau de décideur ou de gestionnaire que ça porte plus, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là qui n'a pas été fait à mon avis. Il y a peut-être une petite nuance, j'aurais dû le préciser. Là où je constate que les étudiants vont se saisir des neurosciences, c'est qu'ils sont confrontés à la nécessité, et je pense que c'est le cas en France aussi, de pratiquer une école inclusive et donc d'intégrer des enfants porteurs de handicap dans l'école, dans les classes. On dit l'enseignement ordinaire, comme on dit en fédération wallonne-bruxelles. Alors, là, tout d'un coup, les neurosciences deviennent une source d'inspiration, surtout devenir un domaine très spécialisé. Ça dépasse l'enseignant. Il faut confier ça à des spécialistes. C'est la même chose avec ce que les enseignants fait des entretiens dans les formations de l'école, l'épidémie d'enfants 10 qui font disqualifier les etc. Donc là, ils sont contraints, toujours dans la logique de l'inclusion, de mettre en place ce qu'ils appellent des aménagements raisonnables et bien sûr sur base d'un diagnostic médical. Et donc là, effectivement, tout d'un coup, les neurosciences sont légitimes. Mais en disant, ça déborde nos compétences, c'est pas notre rayon, c'est ce que disent les enseignants. Là, on confie à des spécialistes, on veut que les spécialistes prennent ça en charge. Et donc, tout d'un coup, il y a des apports des neurosciences, cognitivistes, etc., peuvent expliquer ces difficultés scolaires, mais pour les enseignants, ça ne. Et alors, ce que je trouve intéressant dans mes observations, c'est quand j'écoute la coach dans les entretiens qu'elle fait avec les élèves, parfois des élèves jeunes, de 12 ans, il y a aussi des plus âgés, ils sont fascinés par ce qu'elle sur le fonctionnement de leur cerveau. Les autres, et ton cerveau veut ça, et ton cerveau pense que, et ton cerveau veut, etc. Et je vois l'effet de ces paroles sur les élèves qui arrivent très stressés, des difficultés. Je les vois tout d'un coup se détendre. Donc c'est vraiment le bouquin de Oudé, c'est pas moi, c'est mon cerveau. Ça fait du bien à ces jeunes élèves. On leur c'est pas mon cerveau. Et donc, c'est pas ta faute. On va t'expliquer comment marche ton cerveau et on va te donner des trucs, des astuces et des outils et tu vas voir, tu vas contrôler ton cerveau. Et alors, et ça, c'est
chez ces jeunes élèves, j'observe que c'est vraiment quelque chose qui enlève leur anxiété et qui les détend. Et j'écoute avec une attention incroyable de cette coach qui leur explique comment marche le cerveau. donc là maintenant, j'essaie Compte tenu de l'école, une des écoles où je fais des observations, elle est juste à côté d'ici d'ailleurs, de pouvoir évaluer les effets de ce coaching en faisant faire des entretiens avec les élèves, suivant le but du coaching, et ça va apporter ça, et à pouvoir examiner avec la coach les résultats scolaires. Parce que souvent, il y a des coachs qui n'ont jamais essayé d'évaluer les effets de ce coaching sur les résultats des élèves. C'est quand même étonnant. Et donc là, bon, ils viennent de me donner l'autorisation, et je serais vraiment très surprise de voir en termes de résultats, ça a quelque chose. Et je félicite. Donc, et par ailleurs, je suis curieuse de faire ces entretiens avec ces élèves pour voir s'ils peuvent aider sur les effets de ce coaching. Je ne suis pas certaine, mais j'aimerais quand même bien pouvoir l'essayer. Ce qui est paradoxal, c'est que moi, j'avais repéré un peu le même genre de réaction lorsque j'étais dans le groupe qui, comment on peut dire, subissait, enfin, qui recevait le discours sur le cerveau reptilien. Oui. Vous voyez, alors que, bon, voilà, mais pareil, il y avait, alors c'était des groupes de gens qui avaient des problèmes relationnels, etc. Enfin, ils se présentaient tous au début, et on voyait bien que dire que c'était lié à une fonction, enfin, une zone du cerveau particulière, etc., on voyait que ça apportait une sorte de soulagement quand même. Hein. Mais donc, du coup, c'était peut-être la situation sociale qu'il aurait fallu observer. Bon, je n'avais pas les moyens d'aller plus en avant, plutôt que l'argument lui-même, parce qu'en fait, ça peut être la plasticité, ça peut être le cerveau reptilien, ça peut être autre chose. C'est la configuration qui fait que c'est délivré dans un certain cadre qui amène la relaxation, tu vois, la consolation. Assez de pratique et tout à fait en lien avec ce que tu dis, Véronique, ça me rappelle aussi des Catherine Guéguen et d'autres qui écrivent sur le cerveau des enfants. Il y a vraiment cette conjonction, pour employer vos termes, d'un type d'explication assez fixiste quand il s'agit d'expliquer l'origine de toute une série de difficultés. Le cerveau de l'enfant est immature, hein, voilà, c'est déterminé, c'est comme ça. On peut aussi parler de cerveau reptilien, ce genre de machin, mais bon, d'aller loger la responsabilité, enfin, l'explication des soucis dans un truc déterminé préexistant, mais tout en conservant à côté de ça un régime d'interprétation en termes de plasticité, d'ouverture, qui permet une possibilité d'apprentissage, d'espoir. Ouais. C'est un truc qu'on retrouve assez souvent, c'est l'idée que, alors il y a l'idée de la déstigmatisation ou de l'élagation de la dimension morale, mais derrière il y a aussi le fait que ce soit un moyen d'action. Ce que j'avais beaucoup retrouvé moi en psychiatrie, où c'était notamment dans les personnes qui souffraient de TOC, c'est l'explication neuroscientifiques, elles ont pas beaucoup plus de valeur que d'autres explications, mais par contre, elles permettent de faire des choses derrière. Et il y avait toute une critique des discours psychanalytiques en termes de temporalité et en termes d'action, le fait de dire on m'explique des choses, mais on ne me dit pas comment je dois. Ce qui est une interprétation du discours psychanalytique, mais l'idée c'était que ça ouvrait des registres d'action derrière et ça permettait de faire des choses sur son cerveau, notamment, qui devenait la source et la solution. Mais, et juste un mot sur ce que vous disiez. Une série d'analyses que j'ai pas présentées là en sciences sociales, mais c'est effectivement sur tous les mouvements, la neurodiversité ou des troubles 10, où effectivement quelqu'un comme Fernando Vidal par exemple, ou une des manifestations du succès de la plasticité, c'est le fait qu'on puisse se revendiquer d'avoir un cerveau différent. Parce qu'en fait, il existe des cerveaux différents qui ont qui ont droit à autant de reconnaissance que les autres, mais qui sont pas des cerveaux plastiques, mais qui sont différents au sens où les cerveaux existent sous différentes formes et tous doivent avoir autant de reconnaissance que les autres. Quoi. Une autre critique du fixisme qui est celui du modèle inclusif.